Bonjour, ce n'est pas Laurent Duroche, c'est Aurélien Zimmermann, c'est fou. C'est le jour des opposés ou quoi? C'est moi qui fais l'intro. Et qui n'est pas préparé, il n'y a pas d'intro d'ailleurs, mais bonjour Voilà, Laurent Duroche. Bonjour, parce que moi je ne ferai pas la deuxième intro, celle des invités, puisqu'il n'y a pas d'invités. Tu veux pas me présenter? Alors, oh là là, il faut que je fasse un truc aussi intelligent que ce que tu écris, aussi drôle et aussi fin. Oui. Et il faut que je l'invente tout de suite. Oui. Je démissionne. Et on est là, c'est très informel, du coup on est là pour une petite FAQ, un hors-série FAQ. On vous a demandé de nous poser vos questions sur Shadows, surtout, et sur ce que vous voulez, en vrai, qui est lié à l'horreur. Donc on a réuni vos questions. Alors désolé si la vôtre est pas dedans, mais déjà il y a eu plusieurs questions qui étaient assez similaires qu'on a réunies en une seule. Et puis on en a eu pas mal, donc on n'a pas pu tout mettre, mais on a pris ce qui nous semblait le plus pertinent. Donc on espère qu'on répondra bien, que ce sera intéressant. C'est la première fois qu'on fait ça. J'ai jamais fait de FAQ de ma vie. Moi ça fait 6 ans que je suis sur ce projet, sur Shadows. Toi, ça fait 2 ans et demi. Ouais. Donc on va avoir des takes différentes, mais sur certains aspects, quoi. Mais voilà, let's go. Ouais, juste pourquoi on fait ça aussi, c'est parce que déjà Shadows, depuis le début, moi je le voyais avant en tant que consommateur et je le constate aussi maintenant en tant qu'acteur, entretient un rapport de proximité avec son public, avec ses abonnés, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on pense que cette passion qui nous unit est quelque chose qui mérite plus qu'un simple lien commercial, mais on croit vraiment à l'esprit de communauté autour de l'horreur, autour du cinéma de genre en général. On pense que c'est vraiment quelque chose d'important. On pense que c'est quelque chose qui fait intégralement partie du genre horrifique et du cinéma de genre en général. Cette passion qui nous anime et on a envie d'en parler. Et donc on avait envie aussi de vous parler un petit peu de ce qu'est, comment fonctionne Shadows, comment on fait une plateforme comme ça, les difficultés qu'on peut rencontrer, les joies et les bonheurs. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Effectivement, Voilà. parce que c'est frustrant des fois de pas plus pouvoir parler avec les gens qui nous suivent, parce que on fait en sorte de répondre aux commentaires, de répondre aux messages sur les réseaux sociaux. On a un service client quand même, donc on a une boîte mail où on répond aux mails, que ce soit pour des soucis techniques ou des questions diverses et variées ou des recommandations. Enfin voilà, on essaie de répondre à tout le monde et ça nous intéresse toujours beaucoup. On se voit un petit peu aussi en festival, on rencontre certains de vous en festival, on discute, ça c'est cool, mais le fait est que pas tout le monde, pas assez, et donc c'est vrai que c'était l'opportunité de faire ça. Bon, c'est un dialogue à sens unique, mais au moins non, puisque des questions ont été posées, oui. donc nous allons y répondre. Voilà, donc on commence par la première question. Vas-y, je la pose. Ça me fait plaisir question. celle-ci parce que je la trouve très importante. Une question de Gary Atlas qui dit: ça va? Ça va. Et Gary. Et toi, ça va, Gary? On espère. Ça va plutôt bien en vrai. Ouais, bonne année d'ailleurs en fait. Les bonne gens. année à tous. D'ailleurs. Ouais. On aurait pu commencer par ça. Exactement. Puisque c'est le premier podcast, même si c'est un hors-série, c'est le premier podcast de l'année 2026. Un podcast pour lequel on n'a pas des ambitions, mais en tout cas, on a envie un petit peu. On va varier les plaisirs. On va essayer de faire des petites choses sympas. Oui, on n'a pas eu de questions sur le podcast, mais en soi, on est content des écoutes. Vous êtes plutôt fidèles. On fait ça en mode sur le side. On fait ça quand on a le temps. On essaie d'en faire au moins une fois par mois. Mais on a tous les deux, Laurent et moi, beaucoup de tâches et de boulot, donc c'est vraiment un truc en plus qu'on s'est mis parce qu'on avait envie et parce qu'on aimait l'idée de pouvoir faire ça, et que les gens, et que vous avez répondu présent, donc c'est cool. Et puis c'est trop bien de faire venir d'autres gens et de parler de films tous ensemble. Le fait est qu'on aimerait en faire plus, mais pour l'instant on n'arrive pas. Parce que juste on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est surtout que c'est pas un podcast comme cet épisode-là hors série où on réserve une salle dans les bureaux, on branche et puis on discute, on doit les préparer, il y a des invités, il y a des sujets, il y a des films à regarder, donc des plannings à coordonner, tout ça, donc c'est quand même du taf, mais en tout cas on a plein de retours super du podcast, donc merci pour tous vos messages, pour tous vos retours et tout, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Ouais. Puis on sait pourquoi on a donné aussi cette forme-là à ce podcast de discussion informelle, etc. Et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne et qui vous donne
cette impression de pareil, de communauté, de partager, de discuter, et c'était le but, donc c'est cool. Du coup, j'en profite pour enchaîner. Déjà, Aurélien, je te dis tout de suite, je casse l'ordre des questions. Ça me paraît intéressant de commencer par une question de Capicek, Capisec, qui dit: Aurélien Laurent, quel est votre parcours pro avant d'arriver sur le podcast de Shadows? Oui, alors c'est marrant qu'elle soit posée comme ça sur le podcast de Shadows. Comme si c'était le couronnement de notre carrière. On va plutôt dire avant d'arriver sur Shadows, peut-être, parce que le podcast, du coup, fait partie de Shadows et une addition, on va dire. Cela dit, ça peut nous permettre de parler de l'évolution du podcast, puisqu'il n'était pas comme ça au début. Quel est notre parcours? Moi, déjà, j'ai 33 ans. Je suis arrivé... Comme Jésus, c'est quand il est mort. Et c'est pour ça que j'ai mal sur le flanc depuis ce matin, putain. Par où commencer? Je sais pas si je parle depuis ma naissance ou depuis. Ça va être un peu long et on s'est dit qu'on essayait de pas trop dépasser l'heure. Non, mais le parcours pro en tout cas. Ouais, en gros, moi j'ai fait un BTS audiovisuel. Je suis de Bordeaux à la base. Je suis allé à Lyon faire un BTS audiovisuel et j'ai fait mon BTS là-bas, option gestion de production. J'ai rencontré un peu mes premiers contacts dans le milieu audiovisuel. Après mon BTS, j'ai bossé dans un cinéma lyonnais qui s'appelle le Comédia, à la billetterie pendant 2 ans. Et c'est là que j'ai rencontré aussi beaucoup de gens et que j'ai pu notamment côtoyer les équipes de Hallucination Collective et notamment monsieur Cyril Despontin, le directeur du festival, qui gère aussi le PIF. Que vous connaissez peut-être. Que vous connaissez sûrement si vous écoutez ce podcast. Et donc ça a été un peu un de mes premiers contacts principaux dans le milieu, on va dire, cinéma de genre, et qui m'a permis... qui était une première marche pour me diriger vers faire ça. Moi, j'ai toujours, comme vous le savez, j'ai toujours adoré, été passionné de ce cinéma-là en particulier, et donc c'était un peu fou pour moi de voir un peu les insides comme ça d'un festival, parce que du coup je travaillais dans le cinéma où il prenait place, donc il m'a permis notamment de rencontrer Fausto Fazulo, le rédacteur en chef de Mad Movies, parce qu'à l'époque j'avais un blog où j'écrivais des critiques de cinéma de genre, tout ça, donc j'avais fait une interview de Fausto pour mon blog. Et voilà, donc tout ça c'était très cool. Et quand j'ai voulu, au bout de 2 ans à Lyon, j'adore Lyon, c'était trop bien, mais je stagnais un peu professionnellement. Et je voulais soit bosser dans le journalisme, soit dans la com, cinéma. Et donc je me suis dit, c'est à Paris qu'il faut que je monte. Et donc j'ai repris des études pour pouvoir faire un stage. J'ai fait donc une licence de cinéma en une année. J'ai fait la L3 directement. Et j'ai pu avoir un stage chez Mad Movies, où du coup j'ai reconnecté avec Fausto qui se souvenait de moi. J'ai rencontré monsieur Laurent Duroche, un énorme connard, je vais pas vous en parler plus que ça. Putain, j'espère qu'il n'est pas invité à ce podcast. Jamais de la vie, plutôt me passer sur le corps. Et donc il m'est passé sur le corps pendant le stage, c'est pour ça. Non mais du coup voilà, ce stage chez Mad Movies, ça a été incroyable. J'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens. Et en fait, après le stage, moi j'ai commencé à chercher du boulot sur Paris. Et en fait, assez vite, je suis tombé sur le Ulule de Shadows à l'époque, donc le crowdfunding. Et donc, j'ai contacté VOD Factory. On parlera un peu plus de VOD Factory, mais voilà. Et je les ai contactés en mode le projet est mortel, voici mon parcours, est-ce qu'on peut se parler? Et donc, ça s'est fait comme ça. Et je suis arrivé pour le lancement du projet, et depuis mon poste a pas mal évolué, mais voilà, je suis arrivé vraiment sur le côté communication, community management, voilà, et aujourd'hui je suis plus sur l'édito global de la plateforme, qui inclut plein d'aspects différents, et aussi beaucoup sur la programmation, ce qui n'était pas du tout le cas au début, et donc voilà, 6 ans d'aventure chez Shadows sur une plateforme qui a bien évolué aussi, qui n'est plus juste une plateforme de streaming, qui est plus une marque qui fait aussi d'autres choses, et qui va continuer à faire d'autres choses. Dont on va vous parler. Et voilà. Aussi. Et pour revenir sur la question de Gary Atlas, du coup, ça va. Je suis fatigué, mais ça va, c'est cool. Le monde, c'est de pire en pire et c'est hyper flippant, mais du coup, ça pousse, je trouve, dans sa propre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, à essayer d'être le mieux possible et d'atteindre ses objectifs pour juste kiffer ce qu'on a maintenant, et qui, peut-être dans 6 jours, on sera tous morts, donc voilà. Mais du coup, il faut kiffer ce qu'on a maintenant, c'est important. Voilà. On dirait que c'était limite une phrase de fin. Alors que nous enregistrons depuis 9 minutes 22. Putain, ça va être beaucoup trop long, faut qu'on enchaîne. Vas-y. Gary tu réponds Atlas, pas à cette question du coup. Voilà. La prochaine, non, vas-y. Gary Atlas, je te réponds, ça va. Écoute, ça va. Début d'une nouvelle année. On espère qu'on verra la fin de cette année, en effet. Mais en tout cas, pour tout le reste, ça va. Content d'être là. Content de faire ce métier, ce beau métier qui est protéiforme, donc on s'enquiquine jamais. Et content de servir le cinéma de genre au mieux de mes possibilités.
Et donc Capisec, tu lui réponds? Capisec, alors très vite fait. J'étais fan de genre depuis ma tendre enfance. Après des études de publicité, après le bac, je me suis orienté plus ou moins rapidement vers le journalisme parce que j'ai senti que c'est ce que je voulais faire, surtout après ma découverte de Mad Movies en kiosque au milieu des années 90. Je suis devenu journaliste plus ou moins professionnel au début des années 2000 et puis j'ai commencé à travailler pour la société qui publiait Mad Movies, mais pas pour Mad Movies, pour un autre magazine qui s'appelait DVD. Putain, je me rappelle même plus. DVD-Rama? Non, DVD-Rama, c'était un site. C'était un truc de DVD. Voilà, je me rappelle même plus. Putain, ça fait longtemps. Et puis, en travaillant pour ce magazine, j'ai été repéré par la rédac de Mad Movies et voilà, j'ai commencé à écrire pour Mad Movies en 2005, je crois. Et je suis devenu ensuite secrétaire de rédaction de Mad Movies, donc les personnes qui corrigent les articles. Et puis, je suis resté donc à bosser pour Mad Movies pendant entre, je sais pas, 16 ans, à peu près 16-17 ans, quelque chose comme ça. Pour finir par être un peu, entre guillemets, le bras droit de Fausto Fazulo, le rédacteur chef du magazine. Et puis, je suis arrivé chez Shadows, chez VOD Factory, donc on va vous expliquer, il y a un peu plus de 2 ans, parce que je sentais qu'il fallait que j'évolue professionnellement, parce que je faisais un petit peu toujours la même chose depuis très longtemps, et j'avais fait un peu le tour. Et même si Mad Movies, c'est ma maison de cœur, c'est le sang, il fallait que voilà, j'évolue, je ne suis plus tout jeune et il fallait bien que je gagne un peu d'argent pour ma retraite parce que être journaliste, c'est pas ça qui fait. Non, je rigole. Enfin, il y a un peu de ça quand même, mais voilà, c'est surtout tout un faisceau de réflexion qui m'a fait dire voilà, qu'il fallait un petit peu que j'évolue dans ma carrière. Et voilà, et Shadows, du coup, ayant eu Aurélien en stage, ayant suivi son évolution chez Shadows, et je suis allé voir Aurélien, je lui ai dit écoute, si un jour ça bouge chez Shadows, moi je serais vraiment chaud de rejoindre l'aventure parce que j'ai envie de passer du côté plus un peu professionnel après avoir été du côté journalistique. J'avais envie un petit peu de rentrer plus du côté industrie et en même temps je voyais aussi toutes les opportunités éditoriales qu'il y avait, tout ce qu'on pouvait faire autour de Shadows. En tant que, au niveau de la diversification, etc. Donc c'est un peu comme ça que c'est basé, sur ça que c'est basé ma venue. Et donc me voilà. Donc rapidement, du coup, VOD Factory, on vous explique aussi, parce qu'on en parle souvent de VOD Factory. On va en Qu'est-ce parler, que c'est par rapport à Shadows? On va recouper avec une autre question de Guillaume Champion qui a posé pas mal de questions. Donc une de ces questions, c'était pouvez-vous présenter toute l'équipe et les rôles de chacun? Donc nous, on s'est déjà un peu présenté. Alors, moi, je me présente. Du coup, mon rôle, quand même, au sein de Shadows, je participe un petit peu au choix des films. J'ai fait très peu d'acquisitions parce que j'ai d'autres casquettes. En vrai, mon rôle, c'est de superviser des projets de diversification de la marque Shadows. Parce que, comme je le disais, quand je suis arrivé, la réflexion, c'était Shadows, c'est une marque qui commence à avoir une autorité un petit peu en matière de cinéma genre en France. Et c'est de profiter de cette autorité pour se diversifier et devenir vraiment une marque de référence sur le cinéma genre, mais pas une marque de référence qui veut s'accaparer des domaines et puis le monétiser à fond. Une marque qui a montré à travers sa plateforme de streaming qu'elle aime le cinéma de genre, qu'elle aime le rapport avec sa communauté, qu'elle a envie de servir le cinéma de genre et de décliner ça sur d'autres supports. Donc on a plusieurs choses en route dont on va pouvoir vous parler au cours de cette émission, mais voilà. Mais du coup, sans rentrer dans les détails, mais en fait, il y a deux choses. Il y a Shadows qui est en fait une marque et VOD Factory qui est l'entreprise propriétaire de cette marque. Et VOD Factory à la base qui est une boîte, on va dire technique, mais qui depuis a développé au fil des années un gros pôle éditorial. Mais à la base, c'est une boîte qui propose des solutions techniques à des clients qui veulent lancer leur plateforme vidéo en marque blanche. Donc on travaille avec tout plein de gens qui veulent lancer des plateformes, soit des particuliers, c'est assez rare, mais soit des petites entreprises, soit des plus grosses marques. Voilà. On gère notamment Madeleine de Lina, la plateforme Society+, donc des trucs assez variés. Une plateforme de cinéma LGBT qui s'appelle Queerscreen. Donc voilà, ça c'est plus pour le côté un petit peu technique. Donc on fournit les solutions techniques adéquates en fonction des demandes des clients avec un back-office dédié, tout ça. Donc les solutions techniques de Shadows pour animer
la plateforme, c'est la même. C'est celle de nos clients, des clients de VOD Factory, mais nous, on est employés VOD Factory en soi. Et donc, au sein de VOD Factory, qui est une boîte qui a une petite trentaine d'employés, avec un gros pôle de développeurs, justement, enfin développeurs, développeuses, et voilà. Et puis après, plus un pôle relations clients, marketing, duquel on fait partie. Et en fait, au sein de VOD Factory, il y a une équipe dédiée à Shadows, avec à la fois des gens 100% dédiés à Shadows. C'est le cas de Laurent, de moi, de Christophe, qui est le créateur de Shadows, qui est lui qui, on va dire, fait le gros de la programmation, gère les finances, gère les projets sur le long terme, contrats, à la vision un peu globale aussi, qui s'occupe des contrats, machin. Et voilà. Et donc, voilà, il y a des gens qui sont 100% Shadows. Et des gens qui vont être un peu transverses en mode qui vont bosser beaucoup sur Shadows mais qui vont aussi travailler pour d'autres plateformes qui sont gérées par VOD Factory. C'est notamment le cas des développeurs, c'est notamment le cas d'un pôle, ce qu'on appelle le pôle production, qui gère un peu toute l'arborescence de Shadows, c'est-à-dire les relations avec les labos pour recevoir les films, pour avoir les sous-titres au bon format, pour faire les DCP quand on passe des films en festival ou ce genre de choses, qui s'occupe de vraiment faire en sorte que les films arrivent en ligne en temps et en heure et sur Shadows et sur les diffusions, les environnements de diffusion annexes type Amazon Prime, Molotov, Orange TV, tout ça, qui ont c'est des systèmes différents à chaque fois. Donc ça inclut le servicing, le graphisme. Voilà, donc, exactement. Donc Thibaut, un bisou, Justine, bisou, Sophie, bisou, ouais. Mélina, bisou, Mélina, bisou, Célia. Voilà. Donc toute une équipe. T'as dit Thibaut. J'ai dit Thibaut, je l'ai même dit en premier. J'espère qu'on a oublié personne là. Non, mais en gros, ouais, je dirais c'est une petite dizaine à être assez proche de Shadows, peut-être 3-4 noyaux durs qui font que ça. Qui sont que sur du Shadows, et après une boîte d'une petite trentaine d'employés qui bossent sur divers sujets. Et voilà, donc il y a Shadows. Donc il y a deux grosses parties chez VOD Factory. Il y a vraiment la partie technique et la partie édito. Shadows, c'est le gros de la partie édito, mais il y a aussi Society Plus qui sont dans nos bureaux. Il y a aussi des trucs de coédition, genre Quascreen, où on participe quand même, on fait les réseaux sociaux, tout ça en interne, mais c'est pas nous qui faisons la programmation. Enfin voilà, il y a des cas différents, mais c'est ça qu'il faut retenir. Et Shadows, c'est la seule plateforme 100% interne à VOD Factory, c'est-à-dire qui a été créée au sein de VOD Factory depuis le début et qui est gérée à 100% chez nous, quoi, dans nos bureaux, avec des employés du coup VOD Factory. Voilà, j'espère que c'était clair et que t'étais pas trop longué. Écoute, mais ça fait déjà un gros quart d'heure et on a répondu à deux questions. Allez, tout va bien, il nous en reste que... On enchaîne avec les questions de Guillaume Champion. Oui. Comment choisissez-vous de partir sur tel ou tel film? Quelle source utilisez-vous pour constituer votre catalogue? Et les festivals, la presse spécialisée, des livres de référence, comment se passe toute la phase de contact, négociation auprès du distributeur? Grosse question. C'est assez varié, je dirais. En fait, et puis ça a à la fois aussi beaucoup évolué depuis le début. C'est-à-dire que quand on a lancé Shadows, on savait pas trop comment on faisait pour... Enfin, on avait des bases sur les acquisitions de films et tout, mais on a appris au fil du temps aussi. C'était pas du tout le... Enfin, moi, je suis arrivé en partie pour ça. Enfin, pas au début, mais en tout cas, je me suis impliqué dans ça au fur et à mesure. Mais Christophe, au début, qui gérait entièrement ça, il a dû aussi apprendre sur le moment, quoi. Donc depuis, on a acquis une expertise là-dedans qu'on n'avait pas du tout au début. Mais alors, en fait, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que il y a deux typologies de films différentes. Il y a les catalogues de distributeurs ou d'ayants droit. Donc ça, c'est des films qui ont déjà des ayants droit en France. Et nous, on va piocher dans ces catalogues pour faire en gros le gros du catalogue Shadows. Donc ouais, ça, en gros, c'est des films que vous connaissez, que vous avez déjà vus, qui peuvent être soit des vieux films des années 60, 70, ou qui peuvent être des films plus récents. Et donc, on va aller voir Sony, on va aller voir Lionsgate, voilà, on va aller pour les gros en l'occurrence, pour les gros, ou d'autres plus petits. Et on va leur acheter des droits SVOD. Voilà. Donc parce que Shadows, c'est de la SVOD, service de vidéo à la demande, donc c'est de la vidéo à la demande par abonnement. Et donc on va leur acheter ces droits-là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et on va avoir le droit de diffuser le film en SVOD, donc sur Shadows pendant cette période-là. Ce qui explique un cas de figure. La rotation des films, pourquoi les films quittent la plateforme où vous en donnez, on achète des droits pour une telle durée. Donc il faut toujours faire attention justement quand est-ce que des films partent, parce qu'il faut faire en sorte que le nombre de films ne baisse pas. Et puis il faut jongler entre est-ce qu'on garde ce film, est-ce qu'on renouvelle, est-ce qu'on le renouvelle, ou est-ce que justement on libère du budget pour d'autres films, est-ce qu'il est beaucoup regardé, voilà, faut toujours se poser
ces questions-là et jongler entre les nouveaux arrivants et ceux qui potentiellement vont s'en aller. Et effectivement faire en sorte qu'il y ait un ratio cohérent et que les budgets soient cohérents aussi avec ça. Et comment on choisit ces films-là? Parce que ouais. c'est une autre processus de... Alors ça c'est simple. Christophe, en règle générale, nous envoie les catalogues que lui envoie ses contacts chez les ayants droit. Et puis il nous dit... on les épluche. Il nous dit faites-vous plaisir. Ouais. Et donc avec Aurélien, on se jette sur le catalogue. Ouais. On adore ça, on va pas se mentir. Et puis on fait notre petite liste de courses. Et puis Christophe la regarde. On en discute tous les trois. Et puis après, selon les réalités économiques, il va faire une proposition. Il va être celui qui choisit en définitive les films. Et puis, il va faire une proposition à l'ayant droit. Il va y avoir une phase de négociation. Et puis voilà. Ouais, ça, c'est un cas de figure assez commun. Après, il y a toute la partie Shadows exclus qui est quand même assez différente. Qui est le nerf de la guerre pour nous. Qui est aussi le nerf de la guerre. Mais pour rester sur le catalogue, on va dire un peu de patrimoine, donc pas les inédits, ça arrive aussi qu'on ait un ou plusieurs films en tête et qu'on va aller, pour le coup, essayer de remonter la piste de qui a ces films-là et comment les avoir. C'est pas forcément on reçoit un catalogue et on regarde ce qu'il y a dedans. C'est en mode, récemment, Darkly Noon qui arrive là. En mode comment on pourrait choper ça. C'est un film, en fait, ça fait longtemps qu'on avait envie de l'avoir. Et on a eu enfin accès à un catalogue où il était parmi un énorme le catalogue de Lionsgate, parmi beaucoup de films. Et quand on l'a vu, on s'est dit celui-là, il doit être dans la négo parce que c'est un film qu'on adore, c'est un film d'un réalisateur dont on avait déjà un film, Philippe Ridley, qui est aujourd'hui qui est un film assez introuvable, assez trop méconnu, et pourtant avec de sacrés acteurs quand même, Brendan Fraser, Viggo Mortensen, Ashley Judd, et voilà, donc ça c'est vraiment un film où on s'est dit celui-là, il nous le faut. Et il y en a un autre qui va arriver un petit peu plus tard dans l'année, on ne le dit pas encore. Non, on ne le dit pas encore, mais qui est très attendu. Très attendu, invisible officiellement en France. Et pareil, quand on se dit dans ce catalogue. On nous demande très souvent. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne traite pas. On traite pas forcément tous les films de catalogue de la même façon. Il y en a, en effet, on a envie. On se dit depuis longtemps, putain, il nous les faudrait, ceux-là, comment on pourrait. Et quand enfin on arrive à avoir accès au catalogue où il est dispo, on pousse à fond pour qu'il soit dans la négo. Et voilà. Et parfois ça marche et on est très content. Et donc voilà, donc il y a ces deux cas de figure. Je donne un exemple parce que ça recoupe aussi avec une question qui a été posée, genre comment on a eu l'idée d'avoir les nécromantiques. Ça concrètement c'est un exemple de cinéma de patrimoine, quoi, enfin de catalogue préexistant, c'est-à-dire que nous chez Shadows on fait pas de production, hein. Les exclusivités c'est des films inédits récents qu'on est les premiers à diffuser et qu'on distribue en France. Mais comment dire, on fait pas encore de production. On fait pas encore de production. Mais pardon, je m'égare un peu. Mais pour revenir du coup je différencie quand je dis cinéma de patrimoine, c'est plus en mode les films le gros du catalogue, quoi, et les exclusivités je les mets à part du coup. Mais donc pour Nécromantique, c'est juste que moi je kiffe les films. Je savais qu'en France ils étaient invisibles en HD de façon officielle et légale. Donc j'ai contacté Jörg Budgereit, le réalisateur, sur Facebook, et il m'a répondu. Donc je lui ai expliqué ce que je faisais, je lui ai expliqué ce qu'était Shadows, et à partir de là on est rentré en négociation de droit. À la base je voulais même prendre toute sa filmo, Dertodesking, Schramm, voilà d'autres trucs, mais le fait est que en tout cas pour l'instant on avait réussi avec nos budgets, avec machin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. On n'était pas tout seul sur le film aussi en plus. On n'est pas tout seul aussi. Enfin, au début on était tout seul, hein, mais après on a vu que on a eu l'idée aussi de faire on voulait faire un beau coffret et tout. On a à l'arrivée acheté les films avec ESC Films, et donc eux ils sont occupés de la partie physique et nous on s'est occupé de la partie digitale, et donc on a pu faire revenir Nécromantique comme ça en France en HD. Mais à la base ça vient d'un message sur Facebook au réalisateur directement. C'est aussi simple que ça. Là ça s'est bien passé et ça a eu une conclusion hyper heureuse, dans le sens où on a pu sortir les films, on a fait un bel événement, c'était vraiment très très chouette et j'étais très fier de ça. Il y a d'autres fois où on tente le coup et ça marche pas, soit on n'a pas de réponse, soit on s'entend pas sur les coûts d'acquisition, et c'est comme ça et c'est pas grave, et des fois ça prend beaucoup de temps aussi, des fois c'est rapide, voilà. Donc genre Peter Jackson n'a pas répondu à notre mail pour Brandon, par exemple. N'a pas répondu. Mais on rigole, on n'a même pas essayé. Ouais.
Non, mais ça, c'est une arlésienne, hein, les Branded et Bad Taste. Tout le monde est sur le qui-vive. Il bloque les droits parce qu'il est en train de les. C'est en cours de restauration 4K, apparemment, tout ça et tout, mais tout le monde attend et il n'y a rien. Donc, bref. Voilà, donc on espère que c'était clair. On va peut-être essayer de parler. Je sais plus s'il y a une question exclue après, parce que les exclus, c'est encore autre chose. Oui, non, mais on va. Parce que, oui, je pense. Enfin, c'est la sélection de films en général. Et oui, on peut en parler maintenant, du coup. Les exclus, c'est donc. Globalement, c'est Christophe qui est en contact avec, à travers les festivals et d'autres façons de communiquer, qui est en contact avec des ayants droit, avec des vendeurs internationaux. Donc là, ça concerne donc des films qui n'ont pas encore de distributeur en France, qui ne sont pas encore sortis sous quelque forme que ce soit en France, et parfois même pas encore sortis à l'étranger. Et soit nous, on voit passer une bande-annonce, on voit passer un report de festival américain ou autre, où on voit qu'il y a un film qui fait un peu parler de lui, qui nous fait envie. Et dans ce cas-là, on va tout bêtement aller voir sur IMDb Pro s'il y a un contact d'un vendeur international ou d'un ayant droit. S'il n'y a pas de vendeur, on contacte directement la production. On envoie un petit mail en disant on se présente et on aimerait voir le film, ça nous intrigue beaucoup. Et quand tout se passe bien, on nous envoie un screener. Et puis sinon, maintenant quand même, comme Shadows existe depuis un bout de temps et a acheté pas mal de films en exclusivité, on est identifié aussi par des vendeurs internationaux et par des ayants droit américains qui nous envoient parfois directement les liens. Et donc nous, on a un document, un Excel en ligne où on liste tous les screeners, les liens de screeners qu'on reçoit. Et puis on se partage les visionnages, on met des avis. Quand un film commence à faire frémir quelqu'un, on essaye d'avoir un deuxième, un troisième avis, et puis on se dit ouais, il faut y aller à fond. 3 c'est rare. 3 c'est rare, ça arrive. Et puis voilà. Et donc c'est une décision collégiale, hein. Chacun il y a un petit jeu, enfin moi en tout cas je le prends comme un jeu, d'essayer d'être celui qui va découvrir une petite pépite. Moi souvent je fais des choix de merde et je me retrouve à regarder des trucs vraiment pas bien, et puis Aurélien fait ouais, j'ai vu un banger, je fais putain merde, il a encore gagné. J'en regarde plus aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Quand t'en regardes plus, tu tombes plus souvent sur des trucs. Mais je me rappelle, il y a pas très longtemps, je me suis dit vas-y, là j'ai pas regardé assez de films, je me suis fait 2-3 jours où j'en ai regardé plusieurs, j'ai vu quasiment que des merdes, j'étais dégoûté. Mais voilà, donc on voit beaucoup de mauvais films, on va pas se mentir. Mais voilà, donc c'est aussi simple que ça, hein. On est une espèce de petit vidéo club en ligne à nous, composé de films inédits. Donc sachez que chaque film qui arrive sur Shadows a été vraiment choisi par nous, par l'équipe. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est une plateforme qui est très éditorialisée, il y a une vraie curation. Chaque film qui arrive sur Shadows, c'est pas que tout le monde l'aime dans l'équipe, c'est qu'on le trouve dans tous les cas intéressant, il a un intérêt, soit parce que c'est culte, soit parce que c'est une pépite oubliée, soit parce qu'on kiffe trop juste. Enfin, voilà. Ou même si on le kiffe pas trop, mais on se dit cet aspect-là du film est cool, et on se met aussi à la place. On se dit pas si nous on aime, tout le monde va aimer. Oui, bien sûr. Ou inversement, si on n'aime pas, personne n'aimera. On a aussi parfois le recul pour se dire le film n'est pas parfait, clairement, mais cet aspect-là il va faire plaisir aux gens, parce que même nous en tant que spectateurs, il y a des films qu'on kiffe mais dont on sait absolument qu'ils sont imparfaits, mais on sait qu'ils titillent telle ou telle fibre du fan de films d'horreur qu'on est nous aussi. Et puis la notion de bon film dans le cinéma de genre, je trouve qu'elle est globalement subjective, variable. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais films qui sont bien en fait, sans même parler de nada, hein. Mais franchement des fois il y a des trucs c'est pas ouf en termes d'écriture, de mise en scène, mais juste cette scène là de trucage gore ou d'idées folles, elle est tellement bien que le film vaut le coup en fait. On en a plein comme ça, je trouve, sur Shadows, notamment trucs des années 80 type The Suckling ou Flesh Eater, des trucs en mode c'est fauché, concrètement c'est pas un très bon film, mais par contre ça fait vibrer une fibre qu'on a et c'est kiffant quoi, voilà. Mais pour revenir aux exclus, tu disais que c'est le nerf de la guerre, effectivement, parce que souvent sur les exclus on n'est pas juste diffuseur comme sur le reste du catalogue, mais on est distributeur. Donc ça veut dire qu'on a les droits France, voire des fois un peu plus large, mais tous les droits du film, c'est-à-dire que du coup on peut faire de la vente digitale dans un second temps, donc de la pure VOD, VOD, donc à location ou achat à l'acte, après la première fenêtre d'exclus Shadows. Donc vous allez pouvoir louer le film ailleurs, on pourra faire des séances en salle, donc des en première, passer le film en festival, faire vendre télévision, voilà, vendre à des chaînes vente télé, c'est assez rare mais ça peut arriver. Et puis faire du physique aussi, sur de la vidéo, avec des éditeurs tierces, en tout cas pour le moment. Puis on va continuer de faire, même si il se peut qu'à
un moment on fasse nos propres éditions, mais le fait est qu'on continuera toujours à bosser avec d'autres éditeurs type Extra Lucide et compagnie avec qui on a toujours bossé sur certains titres. Et puis voilà, donc c'est une économie et des enjeux complètement différents sur les exclus. Surtout que aujourd'hui se pose aussi la question de la distribution en salle. Ouais. Donc c'est vrai que quand on voit un bon film, non seulement on se pose la question de l'Exquisite Shadows, mais aussi parfois, de temps en temps, on se dit, mais pour la salle, est-ce que ce serait jouable ou pas ? Et on pèse le pour et le contre. Donc on a aujourd'hui co-distribué des films en salle. Terrifier 2, 3, When Evil Lurks et Good Boy. C'est quelque chose qui va grossir dans les mois qui viennent, quelque chose sur lequel on a pas mal d'ambition. Et il y a des films qu'on a vus récemment où on s'est dit, ah mais ça, c'est un autre niveau d'ambition. Donc, on travaille là-dessus. C'est une des choses qui devrait arriver dans l'année. Et c'est aussi un nouvel enjeu, encore, du coup, pour le coup, quand on voit des films. Mais sinon, dans la démarche édito, moi, c'est vrai qu'assez vite, quand je suis arrivé chez Shadows, je me suis dit... En fait, depuis moi je suis un peu même si avant Shadows, j'allais pas à énorme de festivals, j'avais pas forcément l'occasion en tant que spectateur. Tu vois, quand t'es pas invité, bah voilà, faut se déplacer, faut aller avoir les finances et tout. Voilà, c'est plus compliqué. Et moi, comme j'ai vécu jusqu'à mes 22 ans à Bordeaux, il y a pas de festival cinéma de genre à Bordeaux. Donc c'est que vraiment quand je suis arrivé à Lyon que j'ai découvert un peu ce game là. Mais j'ai toujours suivi un peu justement les prix des festoches Gérard May et compagnie depuis toujours dans les reports Mad Movies, tout ça. Et en fait, je me suis toujours intéressé à tous ces films là qui passaient en festoche, donc ces films de genre, et qui après devenaient invisibles. C'est-à-dire que soit ils sortaient pas du tout, soit c'était catapulté en VOD ou en DTV pour le coup à l'époque discrètement des mois après, et c'était très compliqué de les voir sauf si on piratait le film, quoi. Et donc je me suis dit, il y a un vrai truc il y a tellement de films qui se font et qui sont jamais montrés qu'en ayant une plateforme entièrement dédiée à ce genre-là, on peut essayer de faire quelque chose et de mettre en lumière ces films-là cool qui passent en festoche ou pas, mais juste qui officiellement sortent jamais en France. Et donc c'était vraiment un vrai enjeu. Et donc au début, comme on n'avait aucun contact, c'était juste essayer de aller choper des screeners en essayant de trouver des contacts sur les films qui nous attiraient. Et maintenant, effectivement, comme on est identifié et qu'on travaille régulièrement avec les mêmes vendeurs, on est tenu au courant un peu de leurs nouvelles acquisitions et on peut suivre un peu ça. Mais ça arrive encore beaucoup que nous, on repère des films, soit en festoche, soit juste sur les réseaux sociaux, sur Internet, quoi, et qu'on cherche à voir quand il sera dispo, est-ce qu'il est dispo, est-ce qu'on peut voir un screener, qui c'est qu'il a, parce qu'on pense que ça a l'air cool d'essayer de le choper, quoi. Donc voilà, c'est fou comment en fait en 6 ans on a évolué là-dessus et comment on a compris un peu les mécanismes et puis comment on a pu être identifié, parce que justement nous, je pense que il y a des vendeurs qui sont plus ou moins regardants là-dessus, mais nous, quand on sort un film, notamment les exclus, on fait beaucoup d'éditos, on fait beaucoup de trucs autour, on fait beaucoup de mise en avant parce qu'on est fiers de ces films-là et on veut leur donner une vraie vie. Et bah souvent ça ravit aussi, tu vois, les endroits, les vendeurs, ils sont contents de ce qu'on fait avec les films, quoi. C'est pas juste une sortie discrète balancée comme ça. Enfin bon, voilà. Alors des choses dont on vient de parler découlent plusieurs autres questions qui nous ont été posées. Je pense qu'on pourrait enchaîner, et on reviendra à des questions de Guillaume Champion et de Capicake qui ont chacun une question qui peut se recouper, mais j'aimerais bien passer à la question de Lohan Frangard, qui nous dit The Mean Ones, Christmas Bloody Christmas, oui. Silent Night, Deadly Night, The Mousetrap, Mickey Mousetrap, Cinderella's Cursed, Popeyes Revenge, je ne vais pas tous les faire. Il y a une question, vous inquiétez pas. Bref, autant de films d'horreur indépendants sortis depuis des mois, voire des années dans d'autres pays hors Union Européenne ou non, mais toujours absents en France, aucun distributeur n'en vaut. Pourquoi pas vous ? Alors, pourquoi pas nous ? Lohan, il y a beaucoup des films que tu cites qu'on a vus. Et en fait, de façon assez simple, sur l'exemple des films que tu donnes, c'est juste qu'on les trouve pas bien en soi. Enfin, tu cites beaucoup de films ce qu'on appelle un peu le Pooniverse, c'est parce que c'est un peu Winnie the Pooh qui avait instauré ça. Enfin, Oni Blood, je sais plus, Oni Blood. Ouais. Enfin bon, le premier Winnie the Pooh en mode slasher là, et après il y en a eu un 2, et après il y a eu toute une vague de voilà, il y a eu Pinocchio, il y a eu un peu Mickey sur le bateau là, Mouse Boat, plein de films comme ça qui reprenaient un peu des contes populaires, notamment déjà abordés par Disney, et qui les faisaient en mode slasher ou quoi. Sauf qu'à l'arrivée, c'était beaucoup de films opportunistes, très laids, très mal écrits, très chiants, qui n'avaient pas un grand intérêt. Même en fait, moi, on a eu le premier. On a eu le Winnie the Pooh premier, c'était pendant un Halloween. Ouais, on trouvait ça nul dès le départ. Alors moi, j'étais
je crois que je suis arrivé plus ou moins le mois où il a été mis en ligne ou un truc comme ça, il me semble. Et on en a reparlé justement là pour préparer ce podcast. On se disait, c'est vrai, on a eu ce film, donc on a un peu participé à ce truc-là. La réflexion derrière, c'était déjà que quand on fait un mois Halloween, il faut remplir les cases, et que aujourd'hui, on a par rapport à il y a 2 ans, on a peut-être plus de latitude pour avoir des bons films, etc. Et parfois, c'était pas forcément le cas. Et aussi, le film ressemblait quand même, constituait quand même un peu une espèce d'événement rigolo, parce que c'était le premier de cette vague qui prenait comment dire, des icônes de notre enfance pour les transformer en trucs horrifiques. Et la démarche était rigolote en soi, que la qualité du film soit toute relative, certes, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur parfois le film a beau ne pas être bon, quand la démarche sort un peu de l'ordinaire, on se dit ça crée une envie, des gens vont avoir envie de le voir, et quoi qu'on pense de la qualité, voilà. C'est ça, surtout qu'avant qu'on sorte le film, il y avait une vraie attente, les gens avaient vraiment envie de voir ce film, tout le monde, beaucoup de gens en parlaient, il y avait un petit truc sur les réseaux sociaux et tout, et on s'est dit, même si c'est pas bien, nous on trouve ça pas bien, c'est quand même cool de le sortir, parce que les gens pourront le voir, parce qu'il y a une vraie envie, une vraie attente de voir ce film. C'est juste des fois un peu plus dur pour nous de le défendre parce qu'on trouve ça juste nul. Mais tant mieux si, en l'occurrence, Lohan, je sais pas si tu as vu les films que tu cites, et mais si tu en kiffes certains, en vrai, tant mieux. Enfin, tu vois, tout est subjectif. Le fait est que nous, on aurait du mal à le défendre parce que on trouve que la démarche est un peu hypocrite, que les filmes sont pas c'est opportuniste, c'est opportuniste, et c'est prendre des trucs qui vont un peu exciter l'imaginaire pour juste faire des films qui se font vite fait pour pas cher et qui rapportent de l'argent, et pour prendre un contre-exemple, The Ugly Stepsister, nous on avait voulu la voir, et je trouve que c'est ESC qui a fait un super truc, en plus sorti en salle et tout, trop bien. Le film est génial, le film est incroyable, et ça reprend l'histoire de Cendrillon et tout, mais il y a une vraie autrice derrière, une vraie démarche. Là, tous ces films-là, ils se ressemblent pas mal. C'est beaucoup de sang, CGI dégueulasse, des trucs, plein de clichés qui s'accumulent, et une écriture de flemmardise absolue, quoi. Moi, en l'occurrence, il y en avait un auquel j'avais un peu cru, parce que je me suis dit c'était avec David Howard Thornton, et je me suis dit c'est cool, donc qui joue Art le Clown. C'était Mouseboat, je crois, ou Mouseboat Massacre, qui reprenait un peu un des premiers apparitions de Mickey là, sur le bateau, Willy, Steamboat Willie, voilà. Et en fait, c'était juste tellement nul que... Massacre, je crois. C'était Steamboat, je crois. C'était tellement nul que juste, j'étais en mode, non, on peut même pas reposer sur le truc de regarder, c'est Art le Clown qui joue dedans et tout. En fait, c'est juste pas bien, donc... Voilà, après c'est aussi subjectif, bien sûr, mais tout ça pour dire que le premier nous paraissait intéressant. À partir du moment où on a vu que ça devenait un sillon labouré par des gros bourrins qui n'avaient aucune envie de faire un cinéma un tant soit peu intéressant, et juste capitaliser sur un filon, tout en répandant une médiocrité ambiante qui est absolument l'inverse de ce qu'on a envie de représenter dans le cinéma de genre, on s'est dit non, c'est pas pour nous. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Alors après, on n'a pas envie de mettre tous les films dans le même panier, ça se trouve, on n'a pas vu tout ce que tu dis. J'ai pas vu tout ce que tu cites, j'en ai vu pas mal quand même. Mais... et ils sont pas passés sur nos radars encore. Mais voilà, c'est un peu en tout cas notre logique derrière le fait qu'on ne sort pas ces films-là. Voilà, mais en tout cas, tout acheter en plus. Côté film d'horreur indépendant qui sortent, toutes les exclus, souvent c'est de l'indépendant, et 99% du temps. Et pour le coup, c'est des films qui seraient probablement pas sortis sans nous. Il arrive des fois que on se batte un peu gentiment avec quelqu'un d'autre pour choper un truc qui est un peu en visu, mais il y a beaucoup de trucs où c'est de notre propre chef, et sans nous, en fait, sûrement qu'ils sortiraient pas, ou alors moins mis en lumière. Là récemment, et pour le coup, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment, c'est vraiment choper des films qui seraient sans nous, qui auraient pas eu de vie en France. Récemment, Dead Mail et Eight Eyes, pour citer les deux dernières exclus Shadows qu'on a mises en ligne à l'heure de ce podcast. C'est 2 films qui sortent vraiment des sentiers battus. Eight Eyes, toi, Z, ça fait Z, c'est son petit surnom. Ça fait un bout de temps, ça fait longtemps que que tu l'as vu et que tu t'es battu pour avoir ce film en France. T'as harcelé l'ayant droit pendant plus d'1 an, je crois, 1 an et demi quasiment. Un ayant droit avec qui on était en contact pour aussi un deal de catalogue, et qui s'est très bien passé. Mais sur ce film-là, qui était une production, c'est Vinegar Syndrome, on les adore, on a chopé plein de films avec eux, autant de patrimoine que justement ils commencent à faire de la production, donc c'est leur première production à Eight Eyes, et c'est juste que les calendriers, les festivals ont fait que des fois il y a des temps de réponse qui sont longs, t'as plus de nouvelles, mais c'est pas grave, c'est le jeu professionnel aussi, et l'important c'est qu'à l'arrivée ils sont quand même revenus, et on a pu finalement
faire quelque chose avec ce film qui est super, et on les remercie. Et qui est sera un le cas film qui a été produit dans des conditions rocambolesques, en péloche, un petit... très grindhouse, très voilà. 70s. Dead Mail, pareil, on l'a découvert au pif l'année dernière. Du coup, on a quand même passé un an quasiment pour essayer de choper le film, un peu plus d'un an. Coup de cœur, pas complètement partagé, mais en tout cas, on était tous d'accord sur le fait que le film avait un intérêt. Ouais, moi je suis plus réservé sur... Enfin, j'aime moins le film que Laurent, mais par contre... il a une vraie démarche artistique que je kiffe, et c'est plus son scénario qui me pose, qui me fait un peu chier. Mais par contre, je vois effectivement, le film a un vrai intérêt, et il est intéressant sur plein d'aspects. Et je sais des fois justement mettre ma subjectivité de côté en mode moi je trouve ça moyen en soi, ça me passionne pas. Mais j'entends les autres avis, et j'entends que le film va, je pense, grave intéresser et grave plaire. Et moi, High Ties, je trouve le final très sympa, même vraiment mortel pour le coup. Je trouve que vraiment le film part dans un truc. Après, je trouve que tout ce qui est avant est plutôt sympathique, mais un peu sur des rails et parfois un petit peu faiblard en termes de mise en scène. Mais pourtant, pareil, je vois l'intérêt d'avoir le film. Je vois le côté un peu, complètement psychédélique qui a un côté un petit peu fou, un petit peu libre qu'on retrouve malheureusement plus assez. Et puis le côté grindhouse, péloche, etc. Plus le fait que le film donc s'est fait dans des conditions rocambolesques. Qui témoignait d'une vraie envie de faire le film quoi qu'il arrive. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on prend en considération et qui font qu'on on aura plus envie de courir après ces films et les diffusions en France que le dernier Mickey tue des ados débiles qui jouent très mal dans un bateau. Voilà. En gros, pour résumer même la si on situation, adore avec un tout petit peu de mépris, j'en suis conscient, mais rien voilà. à voir avec avec la démarche, j'allais dire. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on a plein de trucs très bis, très débiles et très mal faits sur Shadows, mais qu'on kiffe. Là, c'est pas juste le fait que ce soit débile, on en a parlé, mais c'est le côté copier-coller et un peu en fait, si on sort pas du visionnage en se disant ça m'a au minimum diverti ou amusé, on voit pas l'intérêt. On va pas se mentir. Ça reprend je partirai sur les festivals, qui est du coup peut-être une question moi j'allais qui nous a dire été quel posée, mais est le film de votre catalogue qui était le plus clivant dans l'équipe, vu qu'on en parlait un petit peu. Faisons ça et puis après on rebasculera sur les questions festivals. Toujours Guillaume Champion qui nous dit donc quel est le film de votre catalogue qui était le plus clivant dans l'équipe. Donc on va partir sur les exclus. C'est rare qu'on se prenne beaucoup. En plus on dit dans l'équipe, mais en fait là c'est surtout entre toi et moi. En fait on est les deux principaux à regarder les films, en vrai. Même si ça arrive Christophe en regarde, mais puis Justine aussi. Ouais, c'est vrai. Mais en l'occurrence, des fois, on n'est pas toujours d'accord. Et toi, ça a été le cas, Laurent, sur Jimmy and Sticks, que moi j'aime beaucoup. Tout à fait. Et que toi, tu as. Mais alors Jimmy Sticks, pour le coup, je me suis réveillé très tard. C'est-à-dire que j'ai découvert le film quand on a fait la séance avant-première à Paris. Donc j'ai pas du tout été dans les tuyaux du processus d'achat du film ou de sélection. Joe Begos, globalement, je suis très client de son cinéma, donc en plus j'y allais les yeux fermés. Et j'y vais pas dire, je vous laissais toute l'attitude parce que c'est pas à moi de dire non, on prend pas ce film-là, j'en veux pas. Mais en tout cas, je voyais aucun frein à se dire c'est le nouveau film de Joe Begos. Oui, c'est normal d'y aller. J'aime beaucoup Bliss et j'aime ses films précédents, même avec tous les défauts qu'ils ont. Mais c'est vrai que là, du coup, quand je l'ai découvert à la séance d'avant-première, sur grand écran, j'ai été j'étais déçu, en fait, on va pas se mentir. Je voyais complètement les limites du projet. Alors, le film a été produit en partie pendant le confinement, etc. On va pas revenir sur son histoire. Mais, tourné complètement chez lui. Voilà. Mais c'est juste que l'objet en lui-même me paraissait extrêmement redondant au-delà de sa proposition de base, que ça m'a pas amusé, ça m'a pas fait rire, ça m'a pas choqué, ça m'a juste provoqué un ennui poli devant une accumulation de trucs hystériques qui me semblaient un peu sans queue ni tête et sans projet. Donc voilà, j'étais assez déçu, j'étais très déçu du film. Pour autant, le côté complètement délirant du truc, psychédélique, splatter, etc., fait que je trouve qu'il a complètement sa place sur Shadows. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment pas été client et j'ai trouvé l'expérience assez désagréable. Alors que moi, quand je l'ai vu, pour le coup, en screener, ça faisait un moment déjà. Je sais plus quand je l'ai vu, mais peut-être début 2025, un truc comme ça. Enfin, courant premier semestre, quoi. Et j'ai pété un petit câble. Alors,
pas un énorme câble, mais j'ai pété un petit câble en mode putain, c'est une dinguerie, c'est hyper fun. Il y a un côté très Evil Dead, Branded, artisanal, jusqu'au boutiste et hyper nasty, tu vois, hyper méchant. Voilà, c'est cette balance des insultes à tout va, c'est con comme pas possible, mais juste c'est hyper cathartique, je trouve, tu vois, c'est un défouloir gore assez jouissif et en plus en termes de mise en scène très inventif. Du coup j'ai kiffé la démarche, j'ai pris mon petit pied et je me suis dit il y a grave un potentiel sur le truc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait une mini sortie 48 heures salle. Puis il faut dire qu'aux US le film a aussi une grosse distribution et c'est aussi ce qui nous avait fait dire que ça valait le coup de se caler un petit peu sur cette grosse distribution et cette promotion qu'avait le film. Ouais, même si malheureusement c'était Eli Roth qu'on n'aime pas trop pour plein de raisons, mais donc ça nous avait un petit peu refroidi, mais le fait est qu'on croyait quand même pas mal au film et qu'on voulait faire tout plein de choses. Le fait est que la sortie 48 heures a pas remué les foules, on n'a pas eu des retours dithyrambiques, mais du coup voilà, on est content de l'avoir fait. Le film a été bien visionné sur Shadows, il est sorti proche d'Halloween et il y a plein de gens qui ont kiffé, on a eu plein de bons retours, plein de gens qui n'ont pas aimé aussi, mais voilà, voilà, donc ça a divisé au sein de l'équipe. Moi je suis plutôt très très client, Laurent pas trop. Voilà, c'était un exemple un peu concret. Il y en a un autre un peu où c'est l'inverse. Voilà, un autre que moi j'ai repéré parmi la liste des films qu'on avait à voir et que j'ai trouvé très sympa et que j'ai défendu et qu'on a fini par prendre et dont Aurélien n'est pas du tout fan. Et pareil, moi je l'ai vu, alors pas en salle, mais je l'ai vu parce qu'on n'a pas fait de séance. Je l'ai vu avant la mise en ligne, mais on l'avait déjà acheté, signé et tout. Et je l'ai vu, j'étais en mode on va pas sortir ça. Et donc c'est The Last Video Store de Cody Kennedy et Tim Rutherford. Vas-y, je te laisse. J'ai pas tant de souvenirs, mais je me souviens juste que c'était un peu en mode amour rétro, un peu forcé, avec néon à tout gerbant partout, histoire pas très intéressante. L'humour marchait pas de ouf. J'avais du mal avec les deux acteurs principaux. Et puis c'était pas spécialement gore pour relever un peu le côté cracra qui peut. Tu vois, Jimi Hendrix, ça peut être énervant, ce côté fort. Comment dire, très néoneux, très rétro, tu vois, il y a une démarche dans l'esthétique qui est très rétro, qui peut agacer quand c'est poussé à son paroxysme avec des néons de partout, de couleurs vives et tout machin. Ça m'a pas énervé parce que le film est tellement excessif de partout que je trouve que ça participe à ce côté un peu trip hallucinatoire. Alors que là, le film, je trouve, est quand même assez sage et assez plan-plan et exploite pas très bien son concept de départ qui est en l'occurrence plutôt cool. J'ai un peu oublié là, mais c'est un truc dans un vidéoclub où il y a les personnages des films qui crée un débarquent un petit pont peu entre l'univers fictionnel des films qui peuvent venir dans le monde réel. Et donc voilà, je m'étais un peu passé au-dessus, je m'étais un peu fait chier, je me suis dit mais bon ouais, pas ouf, mais bon c'est pas non plus honteux, tu vois, ça va. Et à l'arrivée en fait j'ai quand même eu tort parce que j'ai pas eu tort de pas aimer, mais quand le film est sorti on a eu plein de gens qui ont kiffé, donc tant mieux, très très cool. Ouais, non, bon, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vraiment un tout petit film, mais fait avec amour, fait avec, et puis qui est ultra référentiel, mais qui l'est avec, non pas avec un côté complètement fanboy, mais avec un côté vraiment très nostalgique d'une époque des vidéoclubs. D'ailleurs, le film est tourné dans un des derniers vidéoclubs du Canada, et qui du coup, oui, c'est vrai, il y a une histoire intéressante là-dessus, ouais. Et qui du coup crée, je trouvais un effet de proximité entre son côté tourné de façon moderne, en tout cas avec les conditions modernes qui permettent de faire des films avec 3 fois rien, et en même temps avec ce lien avec maintenant une facette un peu qui n'existe plus du cinéma de genre, les vidéoclubs, la façon dont c'était tout un rituel de découvrir les films en allant les chercher, en les louant, les ramenant chez soi, en parlant à des gens qui en connaissent et en regardant les jaquettes et tout ça. Donc je trouvais que le film avait un petit peu ce côté assez révérentiel de ça et pouvait peut-être un petit peu faire écho auprès de toute une génération qui a connu ça et qui en reste nostalgique, comme c'est mon cas, tout en étant conscient des limites du film. Mais je trouve aussi que le film a de l'inventivité, il y a de la stop motion, il y a des trucs comme ça qui sont, il y a des CGI un peu foirés, mais en fait je trouvais que ça, il y avait ce côté fait avec des bouts de ficelle mais avec amour qui me paraît, je me suis dit si ça retranscrit un petit peu, si les gens le ressentent comme je l'ai ressenti, il y a des gens qui peuvent kiffer, donc voilà. Et puis le fait est que on a eu, c'est aussi on peut en parler, il y a un côté purement économique, hein, on a eu le film dans un deal global qui incluait 2 ou 3 films, et qui permettait du coup de faire en sorte que le film soit pas trop cher à acheter. Ouais. Donc on s'est dit allez banco quoi. Et voilà, donc
C'est aussi comme ça que ça marche, du coup, Bien sûr. les choix de Team Bien Shadows, et heureusement, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Du coup, nous revenons au côté festival. Donc, c'est une question qui nous a été posée par plusieurs personnes, dont Guillaume Champion et Capiquet, qui sont pour l'instant les deux champions, mais vous inquiétez pas, on va venir aux questions d'autres personnes. Les événements IRL, avez-vous envie, l'opportunité de créer plus de séances spéciales, plus d'événements, un mini festoche de l'horreur Shadows peut-être, et à côté nous avons donc, ça c'est Guillaume Champion et Capiquet qui nous dit, est-ce que vous allez en festival à tous? On en a pas mal parlé de créer un festival Shadow. C'était un projet lointain à un moment. Et puis, comme on en a parlé avant que le PIF vienne nous propose d'être partenaire. Avant que le PIF nous propose d'être partenaire, c'était vraiment quelque chose qu'on commençait à creuser. C'est resté au stade théorique, dans le sens où on n'a rien. Non, on n'a rien entamé, mais on avait repéré 2 villes, parce qu'on ne voulait pas le faire à Paris. Oui. Et on avait repéré 2 villes dans lesquelles on avait envie peut-être d'essayer d'implanter ça. Et puis, le fait est qu'on a dû réaliser que c'était aussi c'est du taf, gros taf, et que en fait malheureusement aujourd'hui on n'a pas le temps, c'est pas compliqué de trouver du nouveau temps pour des nouveaux gros projets, parce qu'on en a déjà beaucoup. Voilà, on en a déjà beaucoup, et voilà, donc on a un peu laissé tomber l'idée, mais effectivement depuis on est devenu parmi les partenaires principaux du PIF. On en est très content. On participe pas du tout, bien sûr, à la programmation, hein, mais voilà, ça, on en est très content. Et puis, on a, au côté événements IRL, enfin voilà, petits events avant-première, en fait, on en a toujours fait. Enfin, ça fait longtemps qu'on en fait. Il y a eu un moment, il y a eu les MK2 de Shadows, c'était une fois par mois. Il y avait toujours une séance au MK2. C'était souvent une avant-première de nos exclus qui sortait le mois prochain. On a arrêté ce rendez-vous. Pour diverses raisons, mais il y a eu des séances qui marchaient bien, il y avait des séances où il n'y avait personne, c'était voilà. Aujourd'hui c'est plus informel, dans le sens où c'est pas un rendez-vous une fois par mois, mais en fonction des films et en fonction du temps qu'on arrive à trouver aussi, et des disponibilités des salles, on fait des événements. On avait passé les Nécromantiques, on avait fait Good Boy. Good Boy, non, c'est une séance privée, pardon. C'est une projection presse. Mais on a fait justement Jimmy and Sticks. On en fait de temps en temps. Desert, ouais, avec le réalisateur qui était là d'ailleurs. Tout à fait, et la comédienne. Rule of Jenny Penn. Enfin voilà. Rule of Jenny Penn. Your Monster. On fait ce genre de choses. Alors, il y a aussi eu un nouveau. Comment dirais-je, un nouveau médium là-dedans, c'est Chills, oui. Aussi, qui est donc un média de réseaux sociaux qu'on a créé à l'intérieur de Shadows parce qu'on avait envie de pouvoir parler du cinéma de genre plus globalement, et pas seulement des sorties Shadows. Donc, et en fait, Chills est devenu au bout d'un moment partenaire de Pathé pour faire des séances parisiennes dans des cinémas Pathé. Donc, c'est aussi une façon pour nous de diffuser des films Shadows en salle, mais pas que. Ça peut être aussi des avant-premières d'autres distributeurs. Ça peut être des films de patrimoine. On a passé Carrie, par exemple. Donc c'est une autre fenêtre qui nous permet aussi de diffuser les films Shadows. C'est actuellement au Pathé Alésia à Paris. Là pour l'instant c'est en pause parce que pour 2026 il y a une réflexion de comment on peut peut-être donner plus d'importance à cet événement. Mais en tout cas voilà, donc on continue à développer les envies d'événements IRL avec contre, les opportunités qui s'offrent à nous. Effectivement, c'est beaucoup à Paris, parce que nous on est à Paris et que c'est plus facile d'organiser ça à Paris, et qu'on a les contacts des salles à Paris. Donc on est désolé de ne pas pouvoir faire plus. On n'a pas de personnes dédiées à l'événementiel et qui pourraient faire des petites tournées avec les films comme ça avant-première. Mais on compense ça avec des partenariats, avec des festivals. Voilà. Et par contre, effectivement, dans les festivals, on s'exporte de Paris, on essaie de passer nos films. Après, ça dépend. C'est les sélectionneurs qui choisissent, pardon, excuse-moi. Mais c'est pas seulement les passer, c'est qu'on est partenaire de plusieurs festivals aussi. Oui, mais même des fois sans être partenaire, des festivals qui passent nos films parce que c'est nous qui avons les droits. Mais voilà, que ce soit le Grindhouse Paradise ou les Hallucinations collectives à Lyon, Grindhouse Paradise à Toulouse, il y a le Maudit Festival à Grenoble, il y a Mauvais Tour, il y a Court-Métrange. Donc tous ces festivals-là dans desquels on est partenaire ou non, ou à différents niveaux, et en l'occurrence qui souvent passent des films dont on est les distributeurs, et auxquels on se rend pour les présenter, tout ça, machin. Et du coup, on rencontre les spectateurs locaux, etc. Donc, c'est sûr qu'on aimerait pouvoir être plus globaux dans notre façon de diffuser les films dans des événements réels en France. Et on passe surtout par le biais des festivals avec lesquels on est
partenaires ou non pour faire ça et pour essayer de ne pas être trop parisiano-centré. Tout à fait. Et les festivals, c'est aussi l'occasion de voir des films. On va en festival à tous, alors pas tous, on fait beaucoup de festivals. Là, par exemple, on va à Gérardmer. Tout à fait. On a 6 films, je crois, au moins, qui passent à Gérardmer. Quand on dit on a 6 films, c'est qu'ils nous ont pris 6 films dont on a les droits de distribution qui vont passer là-bas, dont 2 en compétition. On va débarquer avec des gros cigares dans des limousines avec des gros seaux de coke. Parce qu'on va être les rois du festival. Non, je déconne bien sûr, mais on est très content d'y aller et de défendre des films là-bas. Ouais, c'est très cool. Donc voilà. Moi en plus, Gérardmer, je me souviens quand je suis arrivé en 2020 sur Shadows, 15 jours après, on m'a envoyé à Gérardmer. J'étais comme un fou, j'étais jamais allé à Gérardmer, tu vois. Et c'est un peu The Fest, en tout cas un des plus connus. En France, c'est le plus connu, le festival cinéma genre le plus connu. Moi, c'est le fest où j'ai le passé. Ouais. En tant que journaliste Mad Movies, pendant quasiment 10 ans que je suis allé à toutes les éditions. Il y a une époque où Mad Movies, en plus, était partenaire du festival, donc on était un peu reçus comme des rois là-bas. C'était un peu la folie. Donc moi, j'ai un attachement absolument fou à ce festival. Voilà. Mais en l'occurrence, le festival qui nous permet le plus de travailler sur notre catalogue futur, c'est Sitges. Moi, j'ai fait 2 fois. Toi, tu y allais pour la première fois cette année. Et on s'est rendu compte que c'était hyper important parce que c'est un énorme festival. Donc, c'est à Sitges en Espagne. Je crois que c'est le plus gros cinéma de genre européen. Tout à fait. Il passe énormément de films. C'est souvent la première fois. Il y a beaucoup de premières diffusions, en tout cas européennes. Et du coup, c'est un peu là que plein de gens, plein de diffuseurs ou plein d'acheteurs vont faire leur marché. Et notamment Sitges 2023, on est allé avec Christophe et ça a été très fructueux. On a pu vous proposer plein de films après qu'on avait découvert là-bas, dont When Evil Lurks, dont Best Wishes to All, dont La Espera, qui est une super exclue qui n'a pas du tout été regardée assez à mon sens, donc allez voir La Espera sur Shadows. Mais voilà, donc plein de films comme ça qu'on avait découvert là-bas pour la première fois, et là c'était rebelote cette année, on a pu y aller et c'était très chouette, et on espère que ça aboutira aussi à des acquisitions. Mais voilà, Sitges est très important dans le sens où il y a énormément de films et qu'il y a beaucoup de premières diffusions, là où Gérardmer est un entre guillemets plus petit festival, et dans le sens où il y a une compétition internationale, quelques rétrospectives et quelques séances hors compète, mais il y a beaucoup moins de films, et souvent c'est des films aussi qui ont déjà des diffuseurs ou des distributeurs, donc ça a des intérêts autres d'y aller, déjà de découvrir des films et puis de rencontrer des gens et de retrouver des gens, mais voilà, après on va au PIF, on va au Grindhouse, on va à Courmétrange, j'ai même eu la chance une fois d'aller à Même pas peur à La Réunion pour remettre un prix court-métrage, et c'était super. Donc on a la chance de faire des festivals, on va pas à tous, et puis on va pas à chaque fois, souvent on n'est que 1, maximum 2 à y aller, mais voilà, c'est top. On va aller voir un petit peu d'autres questions, parce que pour l'instant on a un peu on a un peu servi ceux qui nous en ont posé beaucoup d'un coup. Je sais pas, meilleur film Shadows d'après le crew, vite fait, question d'Adam. Ouais. Le meilleur film Shadows d'après le crew. Du coup, on va pas avoir les mêmes réponses. Non, si tu parles all catalogue, moi j'aurais tendance à partir sur un très classique genre Massacre à tronçonneuse, parce que c'est un de mes films préférés all time. Mais du coup, on va essayer peut-être de réduire au côté exclu. Ouais. Ce sera peut-être, ça va réduire le scope, on va dire. Moi, il y en a 2 qui me viennent en tête très vite, qui ont été des énormes claques dans des registres très différents. C'est Deadstream, le premier, qui est peut-être le meilleur found footage, un des meilleurs found footage qu'on a sur Shadows. Moi, je suis, comme vous le savez, si vous écoutez ce podcast, un gros fan de found footage. C'est pour ça qu'il y a plein de found footage sur Shadows. Désolé aux gens qui n'aiment pas les found footage, mais il n'y a pas que ça va. Mais le fait est que Deadstream, quand j'ai vu ça, j'ai pris une énorme claque. C'était le film assez parfait, dans le sens où ça arrivait à être très drôle et à faire très peur, parfois sans transition, les deux. Parfois les deux en même temps, c'est assez fou ce que ce film arrive à faire. On en a déjà un peu parlé, mais donc je vais pas m'étaler, mais allez voir Deadstream, c'est à la fois très flippant, à la fois très drôle, c'est du found footage, c'est hyper inventif. C'est réalisé par les 2 que je vais citer sont réalisés par un couple, donc là c'est Joseph et Vanessa Winter. Et l'autre film, dans un autre registre, qui est pour moi aussi une des meilleures exclus Shadows, c'est Violation. J'ai pas l'affiche sous les yeux, mais c'est pareil, un couple de réalisateurs, une réalisatrice et un réalisateur, et elle tient le rôle principal dedans, et c'est entre guillemets un Rape and Revenge, mais très différent
qui n'a pas du tout ce côté exploitation ou ce côté que peut avoir un film comme Revenge où la vengeance va être un exutoire ultra violent et libérateur. Là, c'est entre guillemets beaucoup plus subtil et beaucoup plus réaliste dans le sens où ça va être une vengeance douloureuse. Ça va être une agression sexuelle commise par quelqu'un que la personne connaît, quelqu'un de proche d'elle. Qui est donc un aspect du viol pas du tout assez abordé dans les Rape and Revenge, qui sont souvent viennent d'une menace très extérieure avec souvent c'est des inconnus quoi. Donc voilà et même dans la façon de filmer cette agression et de la montrer, il y a quelque chose de différent et de plus réaliste. Et la vengeance va être douloureuse, va être désagréable, va pas apporter de soulagement et donc va être plus aussi réflexive et va amener beaucoup plus à réfléchir en fait sur ce qu'est j'avais eu la chance d'interviewer le couple de réalisateurs et ils m'avaient dit que tous les deux à des stades différents de leur vie ils avaient subi des abus sexuels et que du coup c'est un sujet qu'ils voulaient aborder et en fait ça se sent quand on voit le film que c'est fait vraiment avec tact et finesse mais avec une vraie rage aussi de parler de ça, de pas le mettre sous le tapis et d'en parler frontalement sans voyeurisme. Et bref, c'est un film assez incroyable. Moi je trouve qu'on n'est pas loin d'un petit chef-d'œuvre et si vous l'avez pas vu mais que vous avez le cœur aussi bien accroché, je vous conseille Violation. Donc voilà, Violation c'est la déprime et Death Stream c'est le fun, donc faites peut-être Violation en premier, mais moi je pense qu'à ce jour c'est mes deux exclus Shadows préférés. J'aurais tendance à te rejoindre sur Violation, que je trouve aussi être un film ultra courageux, ultra frontal, ultra fin, très inattendu dans ses développements, mais en même temps très humain. Ouais, vraiment, c'est une bonne claquasse aussi. Je suis assez d'accord avec toi et je plus vois tout ce que tu viens de dire. Difficile de faire mon choix. Je partirais, je pense, sur Best Wishes to All, qui est un film qu'on a récemment mis sur Shadows à la fin du mois Halloween. Qui n'a pas eu assez de lumière aussi. Allez voir Best Wishes to All, c'est incroyable. Qui est un film japonais qui est tiré d'un court-métrage qu'on a aussi mis en ligne, du réalisateur Yuta Shimotsu, et qui depuis a réalisé un deuxième film, New Group, qu'on aimerait bien avoir sur Shadows. Et voilà, c'est une espèce de... C'est pas vraiment de la folk horror, même s'il y a un côté très... C'est difficile à classer, en vrai. Moi, pour les tags, j'ai eu du mal. Il y a un côté très local, en fait, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui va chez ses grands-parents dans le petit village où elle a grandi et qui se rend compte qu'il y a en fait une espèce de tradition chelou dans ce village dont elle n'avait jamais eu conscience. C'est même un film, je trouve, qui aborde un sujet qui n'est quasiment jamais abordé, c'est-à-dire qui est... comment, quand on entame la vie active avec toutes les certitudes d'un jeune adulte qui pense avoir une vision du monde absolue et des convictions, on est confronté finalement à la façon dont les générations d'avant, les parents, les grands-parents voient le monde, et un petit peu cette façon dont ils se sont résignés sur ce qu'est vraiment le monde, sur ce qu'est sont vraiment les rapports sociaux, économiques, politiques. Le film arrive à encapsuler tous ces sujets ultra complexes à travers vraiment une situation de base très contenue avec peu de personnages. Il y a un côté malsain à la Takashi Miike de Visitor Q, mais avec plus de finesse, moins de grands guignolesques, mais en même temps parfois le film vire dans des trucs ultra étonnants, malaisants, chelous. Il arrive à te faire rire avec du malaise. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est un vrai tour de force et c'est vraiment un film qui a pas eu une assez belle mise en avant, alors que vraiment je trouve ça très bon. Et puis un film en fait, quand je revois là, je regarde un petit peu tout A Desert. Ouais, c'est un film qui me reste vachement en tête. Vachement bien, qui me reste vachement en tête, qui est pas le film. Pourtant, quand on l'a vu pour la première fois, on s'est dit c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment pour nous ? C'est bien, mais est-ce qu'il y a vraiment un potentiel ? On y est allé, et puis en parlant, on se dit ouais, il faut le prendre. Et puis, chez moi, à chaque visionnage, après avoir discuté avec le réal, etc., c'est un film qui me reste vachement en tête, qui a un sujet, la photographie, qui est un sujet qui n'est pas tout le temps abordé, qui parle aussi de l'état d'une certaine Amérique et qui est un peu en lien, malheureusement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire
cette façon dont ces grands espaces américains sont peuplés de gens qui sont qui ont complètement été abandonnés par le système, et aujourd'hui ça participe aussi vraiment quelque part à un ressentiment de l'élite américaine, enfin du peuple laissé de côté versus l'élite américaine, et qui est un mécanisme sur lequel les dirigeants américains actuels ont beaucoup joué pour arriver au pouvoir et faire ce qu'ils font aujourd'hui. Mais bref, on va pas en faire une émission politique. Mais voilà, donc je trouve que c'est un film très riche, avec une ambiance assez prenante, avec des acteurs très doués, avec une très belle mise en scène. Voilà, donc ça aussi c'est un film assez coup de cœur. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. En fait, honnêtement, je pourrais en citer oui, il y en a 3 plein, ou 4 mais là on part sur une émission de 3 heures de plus. Mais oui, il y en a, en soi il y en a plein, et surtout il y en a plein qu'on adore, et qui des fois ont été un peu comment dire, invisibilisés par le fait que en fait il y a une prog à tenir, il y a des films sur toutes les semaines, donc tu parles d'autres films machin et tout des fois, et des fois t'arrives pas à transmettre le fait que allez voir ce film, c'est trop bien, et puis après tu peux pas contrôler aussi le fait qu'il y a des films des fois qui sont pas beaucoup vus, il y en a qui sont énormément vus et t'es surpris, des fois t'es pas surpris, ça dépend. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à une façon de faire revenir un peu ces films sur le devant, en tout cas dans l'esprit de nos abonnés, et qui, s'ils ne les ont pas déjà vus, de leur dire franchement vous ratez un truc, regardez-le quoi. On pourrait allez, un autre projet, allez-y. Ouais, je sais pas, en fait peut-être qu'on ferait des plus de hors-série podcasts où on fait des focus sur des exclus, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est une idée qui vous chaufferait ça? Est-ce que parce que ça, clairement, comme on vous le disait au début, mettre sur pied un podcast, ça peut prendre du temps. Par contre, se poser Aurélien et moi autour d'une table pendant 1 heure autour d'un seul film, ça c'est faisable. Donc peut-être, est-ce que vous avez une reco Shadows où vraiment vous avez envie, qu'on vous donne envie de voir un film, avec le gros risque, il faut pas se mentir, si on en parle pendant 1 heure, que je vous spoil tout comme un gros enfoiré. Non, mais on peut faire on choisit une exclu chacun, et on fait une demi-heure par film. Voilà, donc si c'est un format qui vous chauffe, dites-le. Allez, on passe à une autre question, je te laisse le choix dans la chaîne. Alors, l'absence de sous-titres VO est-elle seulement due au coût que cela aurait d'avoir une piste sous-titres en plus, ou y a-t-il une autre raison? Alors, c'est une question de Nancy G. Bonjour Nancy G. C'est une question qu'on a de temps en temps, une requête en mode est-ce que vous pouvez mettre des sous-titres VO? Donc, ça veut dire que quand un film est en anglais, mettre des sous-titres anglais. C'est plus compliqué que ça, dans le sens où c'est pas le fait de rajouter une piste sous-titre, c'est une histoire de droit. En fait, nous on n'a pas le droit. On paye des droits de diffusion du film alors soit VF et VO-STFR en fait, donc de droit de diffuser le film avec des sous-titres français, en langue française. C'est même la législation globale, c'est-à-dire que normalement on n'est pas censé proposer en d'autres langues. Et donc c'est lié aussi à la géolocalisation, le fait que c'est une plateforme française pour des gens en France, donc ça n'a pas de sens, enfin entre guillemets ça a toujours un sens, et même moi qui parle bien anglais, c'est vrai que j'aime bien, souvent je choisis de regarder quand je peux les films avec des sous-titres anglais, les films anglais avec des sous-titres anglais, mais voilà, le fait est que t'es un gros intello. Moi je suis un ouf, je suis trop bilingual. Mais le fait est que c'est une minorité, et puis mais que en soi, si on avait le droit, on le ferait quand c'est possible, si on avait les pistes et tout machin. Le fait est qu'on n'a pas le droit, parce qu'on paye des droits pour des diffusions en version française, que ce soit les sous-titres ou le doublage. Voilà. Et je pense que du coup, on peut peut-être rebondir sur une question qui nous a pas forcément été posée là, mais qui est de loin. Si, en fait, j'ai pas mis de nom précis, mais en fait, c'est une question qu'on nous pose tout le temps en mode la VF. Est-ce que vous pouvez mettre plus de VF? Ou alors plateforme de merde parce qu'il y a que de la VO et pas de VF. Voilà. Alors déjà, c'est faux. Alors déjà, la VO c'est mieux que la VF. Voilà. Ça, je le dis. Alors j'assume. Il n'y a même pas débat. On clôt le débat. Alors on va passer pour des gros cons élitistes, mais juste vraiment apprenez. Ça fait péteux. Pas apprenez, mais en fait chacun fait en vrai, Prom Dog, chacun fait ce qu'il veut. On comprend bien sûr l'utilité de la VF, et on est pour mettre de la VF. Et d'ailleurs, dès qu'on peut, on le met. Il s'avère que nous, au sein de l'équipe, on est plus team VO. Mais en fait, dès qu'on peut avoir de la VF, on le met. Et aujourd'hui, plus que jamais, on essaie à chaque fois de choper les droits VF des films de catalogue, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas au tout début. Parce que des fois ça rajoute un coût aussi d'acheter les droits VF. Dans des rares cas, c'est même des fois pas les mêmes ayants droit. Mais bon, voilà, bref, on vous évite les détails. Mais aujourd'hui, dès qu'un film a une VF qui existe, on fait en sorte de l'avoir. Ça, c'est acté. En revanche, pour les exclusivités,
c'est plus compliqué, dans le sens où, comme on vous l'a expliqué, c'est des films inédits, récents, et ils n'ont pas de doublage qui préexistant, sauf très rare cas exceptionnel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit de ne pas en faire, ce qui nous arrive. Donc, c'est nous qui faisons souvent d'ailleurs les sous-titres. Hein. On fait nous-mêmes les sous-titres français, parce que ça, même vu qu'on est les premiers diffuseurs et distributeurs, il n'existe pas. En revanche, faire une VF, ça coûte au moins 10 000 euros. Donc, en fait, c'est un budget qu'on ne peut pas implémenter dans le film. Ça ferait au minimum doubler le prix du film, voire tripler. Ça dépend des titres, mais en tout cas, c'est un budget qu'on ne peut pas se permettre, qu'on n'a pas, ce ne serait pas viable pour nous économiquement. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de VF pour les exclus, mais sauf... On en a déjà fait par contre. On avait fait. Sauf quand on sort un film en salle. Sauf quand on sort un film en salle. Donc ça a été fait pour Terrifier 2 et 3, ça a été fait pour When Evil Lurks et ça a été fait pour certains films qu'on n'a pas sortis en salle. Des films auxquels on avait fait un peu des sorties un peu événementielles, un peu plus grosses. On a fait une VF pour Your Monster. C'est vrai. On a fait une VF pour Your Monster. On a fait une VF pour Good Boy. Bon, il est sorti en salle 48 heures, mais voilà, on a fait une VF pour Good Boy. Rule of Ginny Pen, je me souviens plus. Non. Si, oui. Non, je crois qu'on l'a pas en VO. En VF, tu veux dire ? Non, on l'a pas en VF, pardon. Non, on l'a pas en VF, il me semble. Mais voilà, donc vous avez la réponse de la VF, mais le fait est que vous avez sur Shadows, dans la partie catalogue, un filtre VF que vous pouvez appliquer. Et sur la page d'accueil aussi, depuis peu, on a mis une catégorie VF qui est facilement visible et cliquable, où vous avez tous les films disponibles en VF du catalogue, ce qui est beaucoup, hein, c'est plus de la moitié. Hein. Donc on a 500 films, un peu plus de 500 films sur Shadows. Il y a plus de la moitié qui ont une dispo VF. Donc il y a quand même de quoi faire. Désolé si on la met pas assez en avant, mais en fait il y a moyen de la trouver très simplement. C'est juste que nous on catégorise pas les films comme ça. Le fait est que là on a fait cette catégorie parce qu'il y a une vraie demande quand même, et on l'entend et on la comprend. Donc voilà pour répondre à cette question de VF. Et sachez qu'on fait en sorte d'en avoir le plus possible. Et qu'on n'est pas du tout, on voit les demandes. Moi, je me doutais pas que c'était une demande aussi importante avant d'arriver ici. Et surtout dans le domaine du cinéma de genre et d'horreur, et en tout cas de la façon dont on l'aborde, c'est-à-dire sur une vision. Enfin, là, pareil, je vais paraître un petit peu élitiste, c'est pas du tout le cas, mais les cinéphiles qui aiment approfondir leur approche du cinéma de genre, en immense majorité, sont des gens qui consomment le cinéma en VO. Le fait est que aujourd'hui l'horreur devient de plus en plus grand public, et donc Shadows aussi donne envie à un public de plus en plus large, et donc ce qui explique certainement pourquoi on se retrouve avec autant de requêtes de plus de VF et une espèce de parfois de rejet qui considère que la plateforme n'est pas viable. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas assez de VF. Mais voilà, on vient de vous expliquer pourquoi. Si on avait tout l'argent du monde, déjà, on aurait tous les films du monde, tous les films d'horreur, en tout cas tous ceux qu'on aurait envie de vous faire voir, et tous auraient une VF tip-top. Parce qu'en plus, quand on vous dit qu'une VF, ça coûte 10 000 euros, c'est le minimum, mais c'est pas pour les meilleurs VF. Ouais. C'est des VF qui vont être faits avec des comédiens qui seront payés moins cher parce que le budget est plus petit, avec un studio de mixage qui va pas avoir autant de qualité. Enfin, bref, donc il y a tellement de choses à prendre en compte dans ce qu'est une VF. Une vraie VF, en plus, c'est un vrai art. On fait vivre des gens avec, et on sert la qualité du film. Et honnêtement, une mauvaise VF va parfois complètement desservir un film. Donc voilà, c'est un choix qu'on fait. J'espère que les gens qui veulent plus de VF vont écouter du coup ce podcast pour avoir une réponse précise. Mais en fait, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément revenue dans question directe là. Donc ça me pousse à penser que les gens qui écoutent le podcast peut-être sont plus en mode consommer en VOSTFR. Mais le fait est que c'est une question qu'on a tout le temps, une demande qu'on a tout le temps. Donc j'espère qu'on a répondu un peu. Sachez que c'est pas du tout une démarche de on est pro VO et on essaie de limiter la VF. C'est pas du tout ça. On veut que les gens puissent voir les films comme eux ils ont envie le plus possible. Voilà. Mais le fait est que vous avez la réponse de pourquoi tous les films ne sont pas en VF. Mais voilà. Nancy G avait une autre question sur laquelle on va revenir très très vite. C'est combien ça peut coûter un film américain en fait. Alors. En fait, les prix sont très variables. On va pas te donner de prix précis, mais on va pas te donner de prix précis, mais c'est très variable parce que ça dépend de l'ampleur du film, ça dépend aussi de nous en fait, à quel point on en a envie, ça dépend si quelqu'un d'autre en a envie, parce que du coup, il y a des vendeurs internationaux qui vont faire monter les enchères si plusieurs personnes sont sur le même film. Si un film arrive en festival et que d'un coup on est les seuls à avoir une envie dessus, on va faire une offre. En règle générale, tout le temps, le vendeur va dire non, cette offre est trop basse, on en attend beaucoup plus. On va attendre. Et puis, si personne d'autre va arriver sur le film, fatalement,
souvent, le vendeur va revenir vers nous, ou alors nous on le relance et il va nous dire il préférera toujours vendre plutôt que de ne pas le vendre du tout, même si le prix est en deçà de ses attentes. Donc parfois c'est une question de patience, et puis parfois on n'est pas les seuls, et puis les films nous échappent. On a eu un exemple récent dont on ne citera pas le titre, mais d'un film qu'on avait très envie d'avoir. Il se trouve que des gens qu'on aime beaucoup par ailleurs en plus étaient sur le même film que nous, et puis voilà, on l'a pas eu, c'est pas grave, on est très content que ce soit eux qui l'aient parce qu'on sait qu'ils l'aiment et qu'ils vont le bichonner, mais voilà, donc et les prix varient, et puis d'autres films pour lesquels on a de grosses ambitions et on n'est pas les seuls à avoir des grosses ambitions vont coûter plus cher, et puis c'est à nous, à notre direction de pondérer les risques. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller, est-ce que ça vaut le coup de tenter? Donc voilà, on verra si on tente ou pas dans un futur proche. Il y a un vrai truc que j'aime bien faire, moi, c'est essayer de repérer des films qui potentiellement seraient pas chers parce que c'est des trucs un peu vieux que je pense que personne va avoir l'idée de sortir en France. Et j'y vais pas en mode ça va être pas cher, mais c'est juste que je me dis ça va être plus facile que d'autres trucs. Mais voilà, ça m'est arrivé notamment avec Living DC qui est une de mes petites fiertés d'avoir mis ça sur Shadows, qui est un film, un found footage de 2012. Mais même récemment, Good Boy, c'est exactement ça. Good Boy, c'est ça. On l'a vu assez tôt, avant toute la hype. Christophe l'a découvert bien avant toute la hype à Berlin, en début 2025. Ensuite, il nous l'a montré en début d'été 2025, avant encore la hype, et on s'est dit, il y a un truc, allons dessus, même si le film n'est pas parfait et le film peut générer un vrai antagonisme, un vrai rejet, mais on trouvait dingue que sa proposition était culottée, que l'exécution cinématographique était vraiment classe, et que de 3, côté marketing, mais on va pas se mentir, il y avait un concept ultra séduisant. Et donc c'est pour ça qu'on a été les premiers sur Good Boy et avant que le buzz arrive. Et du coup, quand le buzz est arrivé, on était très contents, non pas parce que c'est nous qui l'avons généré, c'est pas nous qui avons fait le film, c'est pas nous qui l'avons marketé aux US, mais en revanche on s'est dit qu'on avait bien senti le truc, on a eu le nez, on a eu la truffe fine. Exactement. Voilà, donc et du coup on n'a pas forcément payé Good Boy extrêmement cher par rapport au buzz qu'il a généré. Exactement. Même si on a quand même payé plus cher que beaucoup de films qu'on a eu. Mais Living DC, le cas de figure pour reprendre, intéressant, c'est que moi, comme j'adore le fan footage, je l'ai vu. Entre guillemets illégalement, je l'ai vu en stream sur internet, parce que j'arpente les listes de fan footage méconnus à découvrir et machin, et que je creuse le genre, et moi j'ai vu ça, je trouvais ça incroyable, et donc j'ai juste contacté le réalisateur qui m'a répondu très simplement et qui était juste trop content que quelqu'un le écrive pour sortir son film en France. Le film était sorti que aux États-Unis, et c'est un film de 2012 complètement inédit en France jusque-là, et donc c'était un plaisir de discuter avec lui et de pouvoir faire quelque chose avec son film ici. Et le film a été a clivé, parce qu'il est clivant, mais par contre il y a eu plein de gens qui ont adoré, il y a eu plein de bons retours, il y a plein de gens qui m'en parlent, qui sont trop contents de découvrir ce genre de truc, et c'est le cas de pas mal de petits films sur Shadows comme ça. Moi ça, c'est des démarches que j'aime trop, c'est-à-dire partir du film. Et je sais que souvent c'est inédit, là ça va arriver, vous allez voir dans l'année, il va y en avoir quelques autres, mais voilà, c'était le cas pour In a Stranger's House, c'était le cas pour Exhibit 8, des petits trucs comme ça où je sais que c'est jamais sorti, je sais que si on n'y va pas, personne va y aller, et que du coup c'est des négociations assez faciles et assez fluides, et ça fait trop plaisir de voir ça après arriver sur Shadows. Bref, merci. Pour dire que tous les cas de figure se posent, voilà. On enchaîne. Vas-y, on enchaîne, parce que là on dépasse allègrement comme des grosses porcasses. Gaël Ghost, est-ce que de plus en plus de films Shudder arriveront sur Shadows? Alors nous on pense pas comme ça. Alors bien sûr qu'on regarde ce que fait Shudder parce que c'est une inspiration première, on va pas se mentir, hein. Le fait est que Shudder n'ont pas forcément beaucoup de films qui vendent directement. Alors déjà Shudder c'est AMC, donc voilà, donc ça arrive, hein, ils ont des films et des séries aussi dont ils vendent les droits, mais il y a beaucoup de Shudder comme nous, en Originals qui sont en fait l'équivalent de Shadows Exclusive, c'est-à-dire que c'est des films qu'ils n'ont pas produits et qui sortent en exclusivité, et du coup c'est pas forcément eux qui ont les droits monde, c'est pas AMC qui ont les droits monde, donc ça va être un autre ayant droit, et donc aux États-Unis ça va être Shudder, et en France ça va être Shadows. Donc ça on a beaucoup de films en commun avec Shudder et on continue de suivre ce qu'ils font, mais voilà, le fait est qu'on traite pas forcément très souvent directement avec AMC. Et après, fun fact par rapport à Shudder aussi, c'est que on leur parle de temps en temps, mais il est arrivé longtemps quand Shadows a commencé. Je sais pas si on devait le dire, mais vas-y. Si Christophe nous avait dit que c'était ok. Oui, c'est vrai.
que quand Shadows a commencé à être un petit peu reconnu sur les marchés internationaux, etc., et qu'ils en ont pris connaissance, et ils nous ont pas trop aimé parce qu'on a une plateforme de cinéma de genre avec un S rouge, et qu'ils ont interprété ça comme une repompe directe de leur projet, de leur plateforme, ce qui n'est pas le cas. Mais on peut complètement comprendre qu'ils se posent la question, mais ce qui n'est pas le cas parce que Shadows, parce que le rouge, parce que la première lettre de Shadows c'est un S et que le rouge c'est la couleur associée au cinéma de genre, et c'est aussi bête que ça. Voilà. Mais bref, donc ce qui fait que... Mais aujourd'hui on est en bon terme, hein. Enfin, on discutait avec il y a eu de temps en pas temps, de discussion, ça a un peu bougé à la direction, il y a eu rediscussion, maintenant tout va bien, mais voilà, c'est un petit fun fact. Ah oui, et autre fun fact, c'est qu'un des programmateurs principaux de Shudder, il s'appelle Sam Zimmerman, et Exactement. Ça me fait beaucoup rire. Voilà. Est-ce que, alors Signe C Blog nous dit, est-ce qu'on peut vous envoyer nos courts-métrages? Pareil, c'est une question qu'on a beaucoup eue, que j'ai, pas au quotidien, mais que j'ai très souvent. Alors la réponse est oui. Mais dans le sens où on a beaucoup de... Alors c'est moi qui m'occupe de la programmation court-métrage, c'est quelque chose que j'adore faire. Le fait est qu'on a beaucoup de demandes, pas candidature c'est pas vraiment le mot, mais d'envoi de demandes pour peu de place, dans le sens où on sort une petite cinquantaine de cours par an, peut-être plus proche de la trentaine, il faudrait que je fasse le compte. Surtout que cette année, ça change dans le sens où on a changé le rythme de diffusion, c'est-à-dire que les courts-métrages vont accompagner les exclusivités. Donc on va sortir une exclusivité un vendredi sur deux, alors qu'avant c'était le dernier vendredi sur mois, les deux ensemble. Donc là, ça peut être intéressant de dire vite fait pourquoi on fait ça. Oui. Parce que je pose la question, je fais la réponse. Non, vas-y. Non, c'est juste que le fait de sortir 2 exclusivités le même jour à la fin du mois nous faisait en sorte que souvent on devait choisir un petit peu lequel des 2 films on allait mettre en avant par rapport à l'autre. On pouvait pas forcément avoir les mêmes ambitions marketing pour les 2 films, etc. Là, ça donne plus de lumière et plus chaque d'espace film pour est chaque traité en tant que tel et a la même chance et la même exposition, et puis du coup ça permet aussi de l'accompagner d'un court-métrage. Et donc voilà, là où avant les courts-métrages sortaient par pack, souvent le mardi, en mode une fois tous les 2 mois, entre 5 et 10 courts-métrages souvent. Là, ils vont être accompagnés, les exclus vont être accompagnés d'un ou 2 courts-métrages qu'on va essayer de lier un peu thématiquement, mais ça va pas toujours être facile, on va pas se mentir. Donc voilà, donc ça c'est la démarche. Donc je sais pas si ça fait plus ou moins de cours qu'avant en vrai, on va le voir, faudrait que je fasse les calculs, je les ai pas fait. Le fait est que voilà, je crois à peu près. À la fois, je travaille régulièrement avec les mêmes vendeurs de cours, donc j'ai des catalogues que je reçois avec des mises à jour et tout. Donc j'ai un petit peu un vivier là-dedans de cours. À la fois, je fais des festivals de cours où je vois ce qui se fait, je repère des trucs et après je vais essayer de les choper. Et à la fois, il y a des gens, que ce soit directement les réalisateurs ou les producteurs qui nous envoient leurs cours. Et sachez que ce sera regardé dans tous les cas. Moi, je mets tout de côté pour tout prendre le temps de regarder, et qu'il y aura une réponse oui ou non à un moment. Mais ça peut prendre du temps parce qu'il y a beaucoup d'envois pour pas beaucoup de place sur Shadows, parce que on n'est pas une plateforme 100% de court-métrage. Donc voilà. Et puis voilà. Donc ce sera regardé, ça peut prendre du temps, mais vous pouvez l'envoyer à contact@shadows.fr et ça me parviendra. Et je prendrai le temps de le voir, mais ne vous inquiétez pas si la réponse de la sélection peut prendre un peu de temps, quelques mois. Voilà, faut pas s'inquiéter. Voilà, donc pour cette réponse de court-métrage. Une question de Laconte S. Est-ce que vous avez prévu plus de films de réalisatrices ? Oui, question intéressante. Alors prévu non, mais pourquoi ? Parce que essayer d'en proposer plus, oui. Enfin, en fait, c'est difficile de prévoir. Nous, on prend les films qu'on aime. On les produit pas, les films, donc déjà on n'est pas responsable du marché et du nombre de réalisatrices qui arrivent à faire des films. On est super content d'avoir des films de réalisatrices et qu'on adore les mettre en avant, et qu'il y a notamment une sélection sur la page d'accueil Regard Féminin, où vous avez un bel exemple de la pluralité des films de réalisatrices sur Shadows, notamment beaucoup d'exclus qu'on a. Soft and Quiet, Westera, Violation, 12 Hour Shift, Martyrs Lane, MFA. Il les a sous les yeux, c'est plus facile. Voilà. C'est pas comme si j'étais Somewhere Quiet, Tenement, Mom, Somnium. Il y en a pas mal. Ouais.
Et donc, bien sûr qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est hyper important de mettre en lumière ça. Bon, c'est deux hommes qui parlent ici aujourd'hui, mais on a plein de collaboratrices. Et puis, nous, on fait pas de film, tandis que ces réalisatrices-là en font, donc c'est dire quand même qu'elles sont arrivées à un stade bien au-dessus du nôtre. Non, mais exactement. Et puis, juste, c'est aujourd'hui plus important que jamais de soutenir et de mettre en lumière les créatrices, parce que on s'enfonce dans des idéologies de plus en plus dégueulasses sur plein d'aspects différents, et notamment celui-là. Donc, regardez des films de femmes. On en a parlé il y a pas longtemps dans ce podcast, du fait que de la richesse qu'apporte enfin l'accès des réalisatrices à des postes l'accès aux femmes à des postes de réalisatrices pour avoir un autre regard sur le cinéma de genre, un regard plus décentré de certaines questions beaucoup trop masculinisées depuis longtemps, d'une vision des choses, d'une vision du corps, d'une vision de la place de la femme dans la société, etc. Donc nous, ça apporte on aime le cinéma de genre pour toute la richesse qu'il a, pour la vision du monde qu'il apporte, la pluralité des points de vue, et du coup ça lui apporte une nouvelle richesse, un nouveau souffle qui est ultra important, je dirais même sans lequel le cinéma de genre serait à mon avis en train de s'étouffer avec son propre vomi. Donc même cette année il va y avoir des trucs, il y a des trucs très attendus là, Maggie Gyllenhaal là, The Bride, Francis Frankenstein, ça a l'air et puis fou. Nous-mêmes on a un bon projet. Ah oui. On a un bon projet. Oui. Avec un film de réalisatrice qui est incroyable. Vous en saurez plus prochainement. Voilà. Donc non seulement mais en plus on y travaille. Voilà. LH25, c'est un pseudo Insta qui nous dit SVP mettez l'intégralité des Hellhouse LCC, pardon. Non, c'est LLC, c'est lui qui s'est trompé en écrivant. Le peuple réclame. Alors, LLC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga de found footage qui se passe dans les haunted houses aux États-Unis, donc ces attractions de maisons hantées très populaires là-bas. Et donc on a le premier volet sur Shadows. Le fait est qu'à l'époque on a acheté le premier volet, on avait hésité à les prendre tous parce que c'est toujours cool de proposer une saga dans son entièreté. Finalement on l'a pas fait parce que c'était un peu chéros de tout prendre, et que en soi moi je trouve que le premier est vraiment le meilleur. Je trouve que par la suite c'est pas foufou. Mais le fait est que le film a été beaucoup vu sur Shadows, a eu beaucoup de succès, et puis les gens aiment quand même beaucoup le film et ont envie de voir la suite de la saga. Alors elle est visionnable ailleurs bien sûr, mais pas forcément très facilement. Et le dernier film en date qui est sorti du carcan found footage, qui n'est pour l'instant pas du tout sorti en France, on a eu des demandes du coup en mode est-ce que vous allez le sortir, est-ce que vous pouvez aussi mettre les autres. C'est pas prévu parce que le dernier il est vraiment caca, honnêtement. C'est vraiment pas bien. Donc essayez de les voir comme vous pouvez. A priori ils vont pas sortir sur Shadows, désolé LILH25. On peut pas tout faire. Et puis c'est nous qui choisissons les films qu'il y a. Non mais voilà, moi je suis d'accord que même si il y a des sagas, enfin beaucoup de sagas dans l'horreur sont inégales, c'est toujours trop cool de proposer une saga dans son intégralité. Franchement, on va pas se mentir. Si on pouvait, on le ferait. Et si on pouvait, on le ferait. Si on avait un budget limité, on le ferait. Là, il faut qu'on fasse des choix. Et du coup, là, on avait fait ce choix-là. Après, ça veut pas dire qu'ils sortiront jamais. Peut-être qu'un jour... Pardon, excuse-moi, je tape. Il tapote sur son micro. Voilà pour la réponse. Alors, Annelise a plein de questions. On va peut-être pas pouvoir répondre à toutes. Non, mais la première, on a un peu répondu. Y a-t-il des films que vous voulez absolument et que vous n'arrivez pas à voir? Écoute, Annelise, comme tu as pu l'entendre, on guette les catalogues et on essaye d'avoir les films qui nous font envie. Bien sûr qu'on a des rêves pour l'instant inatteignables, mais citons jamais. Un jour, on les atteindra peut-être. Puis il y a beaucoup de majors, de grosses studios avec qui c'est difficile. Enfin, c'est pas juste, on peut pas être aligné sur les demandes de budget. Il y a de budget, puis aussi le fait est qu'avec la façon dont Hollywood se restructure par MGM qui appartient à Amazon, donc forcément Amazon a la priorité sur le catalogue SVOD d'MGM. Il risque d'arriver la même chose entre Warner et Netflix, donc voilà, tout ça crée des choses qui font que non, c'est pas toujours facile, mais globalement en tout cas, nous les petites pépites sur lesquelles on est focalisé, dès qu'on
a la possibilité, on essaye. Et comme on vous l'a dit, il y en a plusieurs qui vont arriver cette année. Des fois, on a des messages, pourquoi vous n'avez pas tous les vendredis 13, tous les Chucky, Bien sûr que si déjà, vous pouvez, on les aurait. Même Paramount n'a pas tous les vendredis 13, tellement il y a un sac donné autour des droits. Juste une galère de droits et des budgets énormes, parce que c'est des trucs très populaires qui appartiennent à des majors. Donc, déjà, bien sûr que si on pouvait vous proposer l'intégralité des Freddy, on le ferait. On ne peut pas, malheureusement. On a prévu de faire arriver la quasi-intégralité d'une très grosse saga dans l'année. Oui. Voilà, déjà. La moitié, mais il y en a tellement. La moitié, mais voilà. Bref, on en a déjà trop dit. Serait-il possible de vous envoyer des suggestions de titres ? Oui, on en reçoit naturellement. D'ailleurs, on lit. C'est assez rare qu'on se dise celui-là, on n'y avait jamais pensé. Oui. Mais ça arrive, en vrai. Ça m'est arrivé même une ou deux fois de trucs où je connaissais pas et je suis allé observer et c'était, alors j'ai pas d'exemple concret qui fait qu'il y a eu après le titre sur Shadows, mais voilà, ça ouvre des pistes des fois qui sont intéressantes, donc oui, n'hésitez pas. Après voilà, effectivement, c'est pour nous dire est-ce que vous pouvez mettre l'intégralité des Freddy, comme on vient de le dire, ça va être compliqué mais vous pouvez bien sûr nous envoyer vos suggestions et on reçoit tous vos messages et on lit tous vos messages. Et Annelise nous demande aussi, dormez-vous la nuit ou passez-vous votre temps à regarder des films ? Non, on ne passe pas tout notre temps à regarder des films, parfois on aimerait passer plus de temps et à jouer aux jeux vidéo, et à faire de la musique et à passer du temps avec notre famille. Voilà. C'est le grand dilemme de ma vie en mode est-ce que je regarde un film, est-ce que je joue à Elden Ring ? Et je rajoute, où est-ce que je joue avec ma fille, ou est-ce que je joue, où est-ce que je fais de la musique. Bref. Donc non, on dort la nuit. Voilà, on dort la nuit, en tout cas un petit peu, en tout cas. Non, on aimerait regarder plus de films. Le fait est que je pense que on a un bon ratio. Le fait est qu'on n'est pas tout seul. Le fait est qu'on a aussi des cadres où on est obligé de les voir quand on va à un festival ou autre, ce qui font que on voit ce qu'il faut. Le fait est qu'on peut regarder des films sur nos horaires de travail, parce que c'est notre taf, mais des fois c'est dur de trouver quand même ce temps-là. Parce que souvent le matin on se dit ce midi je regarde un film et puis finalement il va arriver un truc qui fait qu'on va pas pouvoir. Là je voulais continuer un film entre midi et 2, il est déjà presque 13h. Voilà, on va enchaîner. D'ailleurs, merci Annelise pour tes gentils mots sur la fin de tes questions. On va pas les lire, mais de rien, et on est très heureux et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Non, je crois qu'on commence à voir un petit peu à... Il y avait Capisec qui nous demandait vos livres préférés. Ouais, alors très vite fait. Alors moi j'ai été un énorme lecteur de romans à un moment. Aujourd'hui j'ai moins le temps dans ma life, mais j'ai eu une grosse période où j'ai découvert un peu toute la littérature contemporaine américaine, et donc je suis d'ailleurs toujours très fan de notamment Chuck Palahniuk, Joe R. Lansdale, tous ces gros écrivains un peu craspec qui explorent les méandres de l'Amérique profonde, qui est un sujet qui me passionne pas mal, qui vont avoir des personnages comme ça un peu white trash, un peu redneck, et qui vont se passer dans des états paumés, et soulever des questionnements humains toujours très intéressants à travers une violence parfaitement bien décrite. Bref, donc deux grosses recos d'auteurs classiques, mais moi j'adore ces deux-là. Et dernièrement, j'ai découvert Graham Masterton avec notamment un livre qui s'appelle Rituel de chair, qui est, je pense, le livre d'horreur le plus incroyable et prenant que j'ai jamais lu. Rituel de chair, c'est incroyable. Allez-y, c'est un auteur écossais, je crois. Écossais qui vit maintenant, je crois, dans un pays de l'Est et qui est surtout très très lu dans ce pays de l'Est. C'est pas République tchèque ou un truc comme ça. Et c'est l'histoire d'un critique culinaire qui fait une tournée avec son fils, une tournée de restaurant, et son fils se fait capturer par une secte cannibale. Et c'est absolument génial et c'est absolument prenant. Et puis, pour finir sur mon cas, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. J'ai lu X dernièrement, qui était très cool. H-E-X. Et je suis un gros fan de Stephen King, c'est très classique. Mais voilà, j'ai pas assez le temps de lire comme j'aimerais. J'aimerais trouver plus de temps pour lire, mais j'arrive pas à le trouver. Mais j'adore lire, j'ai toujours aimé lire. Et par contre, je suis pas trop un consommateur de BD et de manga, contrairement à Laurent. Alors, tu parles de X et ça me fait rebondir sur quelque chose que je vais essayer d'aborder très vite. On vous a dit qu'on avait pas mal de projets cette année. Il y a un projet qui va se concrétiser très bientôt, c'est-à-dire à partir de fin février, le 26 février très exactement. On s'est associé avec les nouveaux éditeurs et leur label Maison Pop pour lancer une nouvelle collection de littérature horrifique qui va s'appeler Maison Pop Obscure by Shadows, en gros. Et donc on a un premier titre qui sort donc le 26 février qui s'appelle Strandling, d'un auteur anglais d'origine australienne, il s'appelle James Bogdan. C'est de la folk horror très très cool avec une créature venue du fond des âges qui va s'attaquer à une communauté, à une petite ville du bord de la mer du Nord, une ville isolée par la nature, isolée par la marche du siècle, par le Covid, etc. Et avec une jeune fille
qui a très envie d'en partir et qui va devoir se retrouver à défendre cette communauté contre cette créature parce qu'elle-même va voir qu'elle a des liens avec une espèce de tradition ancestrale de sorcellerie. Enfin bref, voilà. J'en suis aux 3/4, c'est vraiment trop bien. Je suis Donc, trop content. on est très content de lancer ce projet parce qu'on avait, comme on vous disait, on a envie de défendre la culture du genre en général et ça ne passe pas que par le cinéma. Et la littérature, c'est vraiment un domaine dans lequel l'horreur a vraiment reculé en France. Ça fait des années qu'il n'y a même plus de rayon horreur dédié fantastique ça horreur. Commence à revenir un petit peu. Ça commence à revenir un petit peu, donc on est très content. Et tu parles de X et donc moi je suis un peu le pilote éditorial de cette collection dans le sens où j'essaye de repérer des livres qui n'ont pas encore été traduits en français et puis de les amener auprès de l'éditeur et on discute de la pertinence ou pas de sortir tel ou tel titre. Et un des bouquins de l'auteur de X, Thomas Olde-Heuvelt, qui s'appelle Echo, qui est un livre qui se passe dans une montagne, et m'a terrifié ces dernières années, à tel point, j'ai lu peut-être il y a un peu plus d'un an, à chaque fois que j'ai en voyage, je vois une montagne, je pense à ce bouquin. Je pense à l'atmosphère de ce bouquin. Ça fait très longtemps qu'un bouquin d'horreur ne m'a pas fait ça. Malheureusement, pour des raisons diverses et variées, on ne peut pas sortir Echo dans la collection. On a déjà 2 ou 3 autres titres en stock qui vont, donc dont on ne va pas parler tout de suite, mais qui sont très 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 cool dans des genres assez différents, mais des lectures assez secouantes. J'ai assez hâte de vous en parler. Mais bref, donc voilà. Mais si je devais sinon partir sur mes all-time, 2 livres avec des thématiques très similaires. La Route de Cormac McCarthy et Sugvan Island de David Vann, qui sont 2 films sur des rapports père-fils, père-enfant, qui est une thématique qui me touche beaucoup. Rituel de chair, c'est père-fils. Tout à fait aussi, ouais. Et voilà, qui sont 2 bouquins qui m'ont secoué pour des raisons différentes. La Route pour sa poésie. À tel point que je n'ai pas de tatouage, contrairement à Aurélien qui en est recouvert des pieds à la tête. Mais si un jour je dois me faire tatouer une seule chose, ce serait une phrase de La Route. En sigle japonais. En sigle japonais, bien sûr. Et en fait, du coup, le tatoueur m'écrira va te faire enculer, connard de blanc. Voilà. Et Sugvan Island pour une raison différente qui est sa violence psychologique, mais qui est psychologique et graphique, extrêmement jusqu'au boutiste, mais qui est en fait le reflet de ce que c'est de ne pas être un exemple à la hauteur des yeux de votre enfant. Voilà. Et moi, c'est vraiment une thématique qui m'a toujours touché. Donc voilà. Donc 2 lectures vraiment que je conseille, même si elles sont assez déprimantes. J'ai lu 2 autres livres de David Vann. Ouais. Un que j'ai moins aimé et un que j'ai adoré aussi, c'était Impur, que j'ai adoré. C'est l'histoire t'es dans la tête d'un adolescent perturbé qui déteste sa mère, qui fantasme sur sa cousine. C'est très bizarre, c'est très glauque et c'est super. Vraiment, j'adore ce genre de bouquin qui te plonge dans la tête d'un personnage perturbé, genre American Psycho, tu vois. Les autres lectures que j'ai faites de David Vann m'ont moins... Peut-être parce que passé le choc initial de Sugvan Island, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu une façon... un peu trop similaire de rentrer dans la tête de personnages et d'aller loin dans le malsain. Et j'ai trouvé que c'était presque une recette quelque part. Bah pour le coup, l'autre qui m'a plu, c'est Goat Mountain, je crois, un truc de chasseur, une partie de chasse, et c'était un peu redondant, un peu lourd. Ouais. Et sinon, Jack Ketchum, j'adore. J'allais en parler, Jack Ketchum. Fils unique, incroyable. Et puis Girl Next Door. Ouais, Girl Next très Door. Dur. Des lectures très très dures, mais assez fou. Non, je suis assez fan aussi. Ouais. Voilà, je sais pas si tu veux parler de BD manga, mais ça non, je vais pas avoir trop le temps, mais moi, si je devais vous faire une reco manga, je dirais Bonne Nuit Poun Poun. Voilà, c'est pas du genre du tout, enfin c'est pas de l'horreur, c'est pas du genre, mais quelle grosse clacasse qui m'a fait chialer. C'est une des rares BD qui m'a fait chialer. Voilà. Ok. Moi je fais quand même une mini reco BD parce que j'en lis pas beaucoup, mais des fois un petit peu. J'ai lu un truc qui s'appelle L'odeur du fer. C'est de l'heroic fantasy. C'est écrit par un dessinateur français qui s'appelle Bathroom Quest, qui est un compte Insta, vous pouvez aller voir. Et c'est très touchant, c'est très mignon. J'ai flashé sur les dessins en fait. Et du coup c'est l'histoire de 2 marchands qui partent en quête dans un monde un peu en guerre et un peu heroic fantasy moyenâgeux quoi. Et c'est vraiment top. Et est-ce qu'on peut finir je pense par revenons à une question de notre champion, Guillaume Champion. Oui, alors attends, je voulais juste, il y avait une question de Capissec je sais que c'est un peu long, désolé, qui m'intéressait, c'était quels médias pour les films d'horreur suivez-vous, lisez-vous, écoutez-vous, parce que ça me permettait de conseiller
notamment la newsletter de notre cher ami Théos Merakchi. Tout à fait. La newsletter Bisous. de l'horreur que vous pouvez vous abonner pour, je crois que c'est 1 euro ou 2 euros par mois, c'est rien du tout, sur son Patreon, et elle est hyper bien faite, elle en envoie tous les dimanches matin, et c'est un peu sur l'actu du cinéma d'horreur et slash série, et elle vous fait des recos, elle vous tient au courant de ce qui se passe dans ce milieu-là, des productions en cours, et toujours avec sa plume que je trouve assez incroyable. Et pour revenir au bouquin, vous pouvez aussi vous procurer son livre Monstrueuse, qui est vraiment vraiment bien et qui parle de films d'horreur, qui parle de notre amour, pourquoi on aime ces films, pourquoi on aime les films d'horreur, qu'est-ce qui nous attire là-dedans, qui parle de l'être humain, de la société, de plein de choses, et c'est super. Donc c'est pas juste parce que on la connaît et que c'est notre pote, c'est vraiment une créatrice assez incroyable, et donc moi j'adore sa newsletter horrifique. Et sinon quelques podcasts, je trouve que ce que fait Écran Large est assez génial en termes de, pour le coup, cinéma généraliste, mais que ce soit leur podcast, la Réu ou leurs vidéos YouTube, c'est toujours hyper intéressant, et ça aborde des aspects du cinéma qu'on voit pas forcément beaucoup aborder ailleurs, sur comment dire, la production, les côtés économiques, les enjeux de l'industrie, tout ça, et expliqué de façon très très pertinente. Nos voilà. amis de Réalisation Trucage aussi, Oui, bien on sûr. embrasse, Voilà, ils sont très j'ai très même pas doués. Bah oui, et puis déjà Excusez-moi. parce que ils viennent chez nous, et ça, toi ça t'est arrivé d'aller chez eux, et puis surtout parce que ils font un pur boulot, et qu'ils ont vraiment un œil critique assez délicieux, toujours très très fin, et que les entendre débattre est toujours très stimulant. Voilà. Moi personnellement, je vais citer Mad Movies, Oui, puisque bien sûr. vous voulez que je fasse un. C'est pareil, c'est le sang, c'est là d'où je viens, c'est là où j'ai toujours l'impression d'être, même si j'y suis plus. C'est là où j'ai encore des gens à qui je tiens beaucoup, et c'est à ça que je dois toute la vie que j'ai aujourd'hui, que ce soit de mon travail à mon épouse. Voilà. Donc Mad Movies, toujours un immense média qui a traversé les époques, qui lutte contre vents et marées pour continuer à exister. On peut penser ce qu'on veut de son évolution. Je trouve que c'est une évolution qui reflète l'évolution du cinéma d'horreur, et qui reflète le combat, de la façon dont le combat pour le respecter en tant que forme d'art et en tant que médium qui a des choses à dire sur le monde. Mad Movies continue de le faire tout en le faisant avec son ton, avec sa dérision, avec ses défauts, avec ses qualités, mais voilà, c'est vraiment un combat qu'il faut continuer à soutenir, quoi qu'il arrive. Et c'est pour avoir été moi journaliste pendant des années, je vous avoue que j'ai un peu arrêté de lire la presse, parce que en fait je la faisais entre guillemets, donc parfois on n'a pas envie de manger le plat qu'on prépare dans sa journée professionnelle. C'est une façon de dire les choses, mais voilà. Et puis quelques médias moi, étrangers. J'avais envie de je suis un énorme consommateur de YouTube, alors très jeux vidéo, mais aussi cinéma, et pour le coup sur les chaînes que j'adore regarder. Si vous êtes anglophone, il y en a plusieurs. Il y a Patrick Esch-Willem qui est super sur le côté analyse filmique, qui parle aussi beaucoup des problématiques de l'industrie. Pour le coup c'est cinéma généraliste, assez geek quand même, orienté geek, mais voilà, il est hyper intéressant. Enfin, c'est une tête, mais il est assez connu, donc peut-être que vous connaissez déjà. Et dans les un peu moins connus et plus horrifiques, il y a Girl on Film, qui parle de la figure féminine dans le cinéma de genre, qui est super intéressante. Et il y a aussi Ryan Hollinger, pareil, qui parle de cinéma de genre avec un ton bien à lui, et qui fait des petites critiques de films, enfin même des grosses critiques des fois, qui est super. Et puis on n'oubliera pas Az l'épouvantail dans les francophones sur YouTube, qui fait un boulot nécessaire, parce que il aime l'horreur pour son côté horreur, vraiment. Pour le coup, c'est pas quelqu'un qui va vous parler de l'horreur parce que c'est le genre à la mode, parce que c'est A24, etc. C'est un cinéphile et un cinéphage, dans le sens où il bouffe du film, mais comme jamais. Et il en parle avec enthousiasme, avec érudité, voilà. Donc on adore son boulot, bien sûr. On l'embrasse. Et en francophone aussi, donc Anouk Chambre Froide, vous pouvez aussi la suivre sur YouTube, c'est super. Et dans mode cinéma généraliste, moi dernièrement, je me suis pris de passion pour la scène de Nicolas Delage. La chaîne de Nicolas Delage, qui est hyper intéressante. Donc voilà, cinématographeur aussi, on peut le citer, Oracle 666, qui fait un boulot de fan enragé, absolument très très cool. En podcast, vous avez Jumpscare, bien sûr, vous connaissez sûrement. C'est même pas de la concurrence, ils font quelque chose de différent, et puis on a envie de. Et puis surtout, on se soutient tous mutuellement. On se tire pas la bourre, on est là pour parler des choses qu'on aime. Et puis eux, leur podcast, c'est leur truc principal, donc ils sont beaucoup plus réguliers que nous, et
et ils font beaucoup plus de trucs. Donc allez suivre, allez écouter Jumpscare si c'est pas déjà le cas, mais on se doute que si vous nous écoutez, c'est que vous connaissez aussi Jumpscare. Donc voilà, on pourrait déblatérer comme ça longtemps, mais c'est voilà nos petites recos. Et puis terminons parce qu'on est vraiment, on a dépassé, mais comme des fous furieux. On s'était dit 1 heure quoi. Moi j'ai un rendez-vous dans 1 heure, un truc à préparer et tout, on n'a même pas mangé et j'ai très envie de faire pipi. J'aimerais bien terminer en revenant donc à une question de Guillaume Champion qui a été: quel a été votre plus gros challenge depuis le début de l'aventure, le truc qui a failli vous faire tout arrêter? Les bugs techniques. Voilà. On va finir sur une note négative. Pas négative, mais en tout cas qui vous explique à quel point on doit voir les choses sur un spectre très très large. Surtout que moi, quand je suis arrivé, quand j'ai pris mon poste ici, une de mes tâches c'était le SAV. Le SAV de Shadows, et donc on a lancé. Il s'avère que, pour rappel, on a lancé à la base juste avec un site web, il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas Amazon Prime, il n'y avait rien de tout ça, c'était juste un site web avec son film. Et... C'était la préhistoire. Ouais, putain. Et en plus, on a lancé la veille du confinement, du premier confinement. C'était quelque chose. Donc, on a eu beaucoup plus de monde que prévu parce que du coup, les gens se retrouvaient confinés, donc ils testaient des trucs et des trucs qu'ils pouvaient faire chez eux. Et donc, on a été confrontés à beaucoup de soucis techniques parce que à la fois il y a eu plus de monde que prévu et à la fois des trucs qu'on n'avait pas envisagé, pas prévu, enfin pas anticipé. Il y a eu des problèmes de lecteur, il y a eu des problèmes de sous-titres, il y a eu tout ça. Donc on a essayé de tout réparer le plus vite possible, mais on a eu quelques sueurs froides. On n'a jamais au point de se dire ok, on abandonne. Parce qu'on a une équipe de dev qui est là et qui peut répondre à toutes ces demandes, mais on a appris en se cassant la gueule, on va dire, et aujourd'hui le site web, Dieu merci, est stable et depuis longtemps, même si il peut y avoir des soucis momentanés, mais voilà. Pour les applications, c'est plus compliqué, on le sait que c'est galère, les applications de télé depuis un moment. Moi j'avais envie d'en parler ici, c'était l'occasion, notamment nos applications Android TV et Apple TV. Sachez que dernièrement, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment c'est géré et tout. En fait, il y a eu plusieurs... À un moment, on avait fait appel à une boîte extérieure et ils ont fait des bases sur lesquelles c'est pas facile de travailler. Donc, on est en train de faire une refonte qui fait que normalement, elles vont s'améliorer, elles vont changer de gueule aussi dans les prochains mois. Le fait est que sur les bases qui existent déjà, une mise à jour a été faite la semaine dernière qui devrait améliorer grandement les qualités de visionnage et les possibilités de visionnage. Donc, je parle de Android TV et Apple TV, je reprécise, parce que c'est nos applications qui sont gérées en interne. C'est différent quand c'est des environnements de visionnage type Amazon Prime, Orange TV ou les box free, voilà. Donc normalement ça c'est des trucs qui sont plus stables. On est aussi disponible sur LG et Samsung TV depuis pas très longtemps, donc si vous le saviez pas, je vous le dis. Voilà, le fait est que nos applications TV natives et mobiles ont été mises à jour et fonctionnent mieux normalement. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous écrire, on regarde toutes vos recos et toutes vos demandes et toutes vos remontées de bugs. Mais sachez qu'on se bat pour que ce soit plus stable. C'est pas toujours évident et que tout le monde a des plannings très chargés. Mais bien sûr qu'on fait en sorte que tout le monde puisse voir Shadows dans le meilleur cas, dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Si ça se met pas à jour automatiquement sur votre télé, n'hésitez pas à aller voir, à vérifier que votre appli est bien à jour. Sinon, la déinstaller et la réinstaller si vous êtes sur Apple TV ou Android TV. Voilà, donc on espère que ce sera mieux. On a lu vos plaintes, on était au courant. Et on était les premiers deg et désolés et de ne pas pouvoir faire mieux et aller plus vite. Là, voilà, ça prend du temps, mais on répare et on est là. On est dessus. Voilà. On va arrêter parce qu'on avait dit, vas-y, on fait 1 heure. Ça fait 1h46 et on n'a même pas répondu encore à toutes les questions. Mais on a couvert, j'ai l'impression, quand même pas mal de domaines et de sujets. Si jamais vous avez d'autres questions qui naissent après l'écoute de cet épisode, eh bien, envoyez-les nous. Et puis, si jamais il y en a assez, peut-être qu'on fera un volume 2 d'ici quelques mois. Voilà. En attendant, on se retrouve très vite pour l'émission régulière. Oui. On est en train aussi de bosser sur un crossover dont on vous dira plus de choses bientôt qui pourrait être assez fandard. Et puis voilà, Shadows cette année, ça va être
Ça va être le Voilà, feu. on vous a parlé de pas mal de trucs. On en a certains, on vous a vraiment dit ce que c'est. D'autres, on a semé des petites graines en salle, en vidéo. D'autres projets encore un peu plus lointains, mais qui sont dans des formats assez originaux. Voilà, on a plein d'envies. On fait, comme vous l'avez compris aussi, on n'est pas non plus une énorme équipe Non. avec d'énormes moyens. Ouais, Donc, on fait parfois des choses artisanales, mais en tout cas, on les fait avec amour. Et puis, on les fait parce qu'on a envie que vous kiffiez. Donc, ça prend du temps ouais, parfois. mais merci pour vos questions. Merci de nous écouter. Et merci d'être là, de voilà. kiffer ce qu'on Ouais. fait pour une grande partie d'entre vous. Pour ceux qui ont des griefs, comme vous l'a dit Aurélien, on va s'améliorer. Merci encore à toute l'équipe de Shadows, ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui n'ont pas forcément accès à ce micro, ceux qui ne veulent pas aussi avoir accès à ce micro, même quand on leur propose, n'est-ce pas, Christophe? Alors qu'avec sa voix de crooner, vous tomberiez amoureux quelle que soit votre orientation sexuelle, je vous garantis. Bref, merci encore une fois Thibaut, Sophie, Mélina, Andrew, Justine, Célia et toute la tech. Christophe, puis toute la tech, etc. Voilà. Tous ceux qui permettent que cette folle aventure de Shadows existe, parce que quand même Mathilde. Voilà. On l'a pas dit parce que c'est plus récent. Elle fait du montage et elle est super. Bienvenue Mathilde. Et je me creuse super. J'espère qu'on n'oublie personne. Mathilde, désolé, mais Mathilde. Voilà. Merci. Ouais. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que Shadows au départ c'était pas gagné. Le cinéma de genre en France, on le sait, c'est un dur combat. Donc on est très heureux. Roy. Voilà, Roy, putain, on a balance des noms. Donc, merci Roy. Donc on est très content que ça marche. Déjà nous, ça nous permet d'en vivre et ça nous permet de mener un combat qui nous paraît, on va pas dire essentiel. Jean-Michel, pardon. Jean-Jacques. En tout cas un combat culturel qui nous paraît important parce que c'est important de kiffer un petit peu, d'avoir des échappatoires, d'avoir d'autres visions du monde comme on le disait, et puis de se faire plaisir. Donc voilà, on est content et on est heureux d'avoir toute une équipe de gens qui se battent pour que ça fonctionne. Voilà, et on a envie que ça continue et ça va continuer. On a plein de surprises et on va encore kiffer avec vous. Mettez de la fausse horreur dans vos écrans et pas de la vraie. Voilà. J'ai rien compris. Ah ok, d'accord, pardon. Oui, voilà, la vraie horreur. Lutter contre la vraie qui fait la fausse. Qui fait devant la fausse. Voilà. C'est une très bonne conclusion. Merci à tous. Ça pourrait s'appliquer à plein de trucs. Ouais, c'est vrai. Ou on pourrait l'inverser aussi. Le silicone, n'importe quoi. Bisous, au prochain. Encore bonne année. Et puis on se retrouve très vite.